Bonjour et bienvenue à tous, ceux qui sont à distance comme ceux qui sont présents dans la salle. Bienvenue pour cette soirée XMP Entrepreneur consacrée à entreprendre dans le secteur de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas vous déflorer le contenu de la soirée car ce sont les animateurs qui l'ont préparé qui vont le faire dans un instant. Moi qui vous accueille, je suis Frédéric Rupli, je suis l'animateur de XMP Entrepreneur, enfin président d'XMP Entrepreneur. Cette association, vous le savez, c'est une association d'aide aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs alumni de l'X, les mines et les ponts. Mais ça, c'est la définition de départ. Depuis, nous accueillons tout membre volontaire pour entreprendre qui veut rejoindre nos rangs et qui trouve dans notre maison des conseils avisés et un accompagnement utile. Alors, de quoi je veux parler? XMP Entrepreneur propose à ses membres, évidemment, un accompagnement, c'est la première des choses, que ce soit pour être futur créateur ou futur repreneur, rester c'est une bonne chose. Donc, un accompagnement, c'est du one-to-one ou du one-to-many selon ce dont on a besoin. C'est aussi un parcours de formation. Nous animons une formation dans chacune des deux pratiques, créer ou reprendre une fois par an. C'est aussi un certain nombre de soirées thématiques, et ce soir, c'est notre club des créateurs qui nous réunit autour de l'intelligence artificielle. Mais pour votre information, lundi prochain, ce sera le club des repreneurs. Et une fois qu'ils les ont créés ou qu'ils les ont repris, nos entrepreneurs, il ne faut pas les laisser tout seuls. C'est pourquoi nous avons un troisième club, à côté du club des repreneurs et du club des créateurs. Le troisième club, c'est le club accompagnement du chef d'entreprise, de façon à ne pas rester seul, faire que nos entrepreneurs qui ont entrepris ne restent pas seuls. Voilà en gros les offres, si je puis dire, que peut proposer XMP Entrepreneur à ses membres. Ce soir, une soirée consacrée à l'intelligence artificielle. Je passe tout de suite la parole à Didier Launay, qui la passera ensuite à ses successeurs. Didier, qui est jusqu'à présent l'animateur du Club des créateurs de XMP Entrepreneur. Je ne suis pas l'animateur, je suis le co-animateur. On est plusieurs, dont Sébastien qui a organisé cette réunion. Alors, juste deux petits mots. L'intelligence artificielle, c'est un mot à la mode, mais on peut classer les intelligences artificielles, je pense, en deux grandes catégories. L'intelligence artificielle déterministe, c'est ce qui fait fonctionner les robots et les automates sur le principe capteur, règle, actionneur. Et puis l'IA stochastique, qui utilise les statistiques pour en déduire des règles, qui peuvent être, pas forcément, mais qui peuvent être aussi de type probabiliste. Alors, dans ce cadre, on trouve les réseaux de neurones et l'IA générative. Ceci juste pour situer que l'IA est un très vaste sujet et entreprendre dans ce secteur est certainement aujourd'hui quelque chose d'intéressant, mais je vais laisser la parole à Sébastien Steinmetz, c'est lui qui a organisé cette réunion. Il est animateur du Club des créateurs. Je prends la parole pour présenter à la fois le sujet de notre réunion ainsi que nos intervenants. À toi, Sébastien. Très bien, merci Didier. Donc bienvenue à tous à cette soirée consacrée, enfin dont le thème est entreprendre avec l'IA. Ce qui peut vouloir dire soit utiliser l'IA pour développer une entreprise dont l'objet ou le produit ne repose pas en tant que tel sur l'IA, mais l'utiliser pour la développer, pour trouver des clients, pour la gérer, etc. Ou entreprendre en innovant, hein, en intégrant au cœur de son produit des technologies IA, en les développant soi-même, etc. Donc effectivement, l'IA est partout. Hein, on allume la radio, la télé, c'est sur toutes les chaînes, toutes les lèvres. Ça effectivement recoupe beaucoup de concepts. Hein, ça existe depuis un certain temps. Donc comme Didier le disait, la première version de l'IA, c'était ce qu'on peut appeler des systèmes experts. Hein, c'est coder de l'intelligence humaine dans un système qui va la reproduire et de manière automatique face à une situation donnée. Ça existe depuis un certain temps, ça fonctionne. Ça a un certain nombre de limites. Hein. Et depuis quelques années est apparu, au moins au niveau grand public et professionnel grand public, l'IA, on va dire l'IA par modèle effectivement stochastique, hein,
machine learning, réseau de neurones, bon, qui existe depuis longtemps, hein, depuis les années 50. Hein, certaines personnes font même remonter le programme de l'IA à l'ordinateur. Les principes des réseaux de neurones, notamment de s'inspirer du fonctionnement de l'architecture du cerveau pour créer, ça existe depuis très longtemps. Ça a été complètement potentialisé, hein, et bouleversé par la puissance de calcul en fait, depuis quelques années. Et évidemment au niveau grand public avec l'arrivée, l'irruption de ChatGPT, le modèle GPT d'OpenAI et sa version avec laquelle on peut interagir en lui posant des questions, qui s'appelle ChatGPT. Voilà. Il y a beaucoup plus de choses. Alors, on entend parler de machine learning, de réseau de neurones, hein, d'IA générative. Une manière de voir les choses, hein, la nouvelle version de l'IA, au-delà des systèmes experts, c'est se dire ce sont des modèles qui apprennent tout seuls, hein, plus ou moins tout seuls, il faut les aider à apprendre. En tout cas, ils apprennent à partir de données souvent extrêmement massives, hein, et ils en déduisent des règles, des comportements, etc., qu'ils savent ensuite appliquer à des nouvelles données. D'accord? Alors, parmi les premières choses qu'on a vu voir, c'est de la reconnaissance d'images, par exemple. Hein. Vous faites ingurgiter un système, un réseau de neurones qui est architecturé pour des tas de photos en lui disant ce qu'elles sont. Ça, c'est un chat, ça, c'est un chien, ça, c'est un feu rouge, et ça, c'est un piéton, et ça, c'est une voiture. Et au bout d'un moment, il saura de lui-même reconnaître, hein, un chat, un chien, c'est de l'IA de classification, c'est de l'apprentissage qui s'appelle supervisé, hein, parce qu'on donne la réponse. C'est ce que vous aidez à faire ça quand vous cochez les cases pour aller sur un site internet ou vous connecter, un CAPTCHA qui consiste à effectivement identifier des objets sur des images. Donc ça, c'est l'IA d'apprentissage générative. Et maintenant, on a l'IA générative, hein, qui a la capacité à créer des nouvelles données, hein, pas simplement à les classifier, à les reconnaître. Donc créer du texte, c'est le fameux modèle GPT, créer des images, créer des vidéos, créer de la musique, etc. Voilà. Donc c'est un écosystème très riche, hein. Donc il y a des sujets de technologie évidemment, il y a des sujets d'écosystème, hein, parce que c'est des modèles complexes, hein, et on voit bien que OpenAI est allié avec Microsoft, etc. Les enjeux sont tellement grands que il y a beaucoup d'alliances, hein, qui se créent dans le domaine. C'est un sujet où la puissance publique intervient beaucoup parce que c'est tellement important, transformatif, avec des enjeux de souveraineté que on a, et notamment en France, beaucoup d'initiatives. Alors le plan IA, il y a beaucoup d'appels à projets publics qui sélectionnent des projets d'innovation dans l'IA. On essaie de créer des champions nationaux. Vous avez sans doute entendu parler de Mistral, qui a été créé de début 2023, qui est censé être l'OpenAI français, a créé son propre modèle pour des questions de souveraineté, qui a eu beaucoup de financement, et on parle de valorisation de 5 milliards, ça reste assez virtuel, mais donc des sujets d'écosystème, de financement, d'innovation, et puis aussi des sujets d'utilisation très concrète, hein. Tout le monde peut utiliser l'IA, évidemment à travers ChatGPT, mais beaucoup d'autres outils dans un cadre professionnel. Et d'ailleurs, c'est notamment ce dont nous parlera Louis Clément. J'introduirai les participants après. Et c'est ce que je passe aux participants. Donc on a une session qui devait débuter justement par une session, on va dire ludopédagogique sur l'IA par Camilo Rodriguez, qui est le fondateur de The Machine Learning Lab. Malheureusement, il a été coincé dans le RER, donc il arrive, donc on va inverser le programme. On va commencer par un débat et on fera la session de Camilo après. Donc, la table ronde, nous accueillons Louis Clément Schitz, fondateur de Webotics et de Risu, donc qui effectivement est un entrepreneur
par et pour l'IA. J'expliquerai ça. Bonjour. Karel Bourgois, Julien. aussi un entrepreneur par et pour l'IA sur la voix, puisque sa société s'appelle Voxist. Donc l'utilisation de l'IA pour la voix de manière concrète dans les centres d'appel, etc. Avec des sujets d'écosystème, puisqu'il nous parlera aussi de l'initiative qui fédère les acteurs de la voix autour de l'IA, qui s'appelle le Voice Lab, et d'autres projets européens avec des institutionnels, etc. Voilà. Donc, alors, en attendant Camilo, on va commencer. Je vous laisse chacun vous présenter et peut-être nous dire, voilà, pourquoi déjà vous êtes intéressé à l'IA? Est-ce que c'était à l'origine de votre parcours entrepreneurial, ou est-ce que ça s'est arrivé en cours de route? Ok, pour ma part, donc j'ai découvert le début de l'IA conversationnelle en Chine en 2014-2015, où à l'époque je pouvais commander à manger en écrivant sur WeChat, qui est le WhatsApp local, et en rentrant en France, je me suis dit, mais c'est génial comme expérience. Proposons à toutes les marques de faire du commerce conversationnel. Donc cette logique, je vais écrire à une entreprise pour acheter un bien ou un service. Force est de constater que le marché français est un peu plus lent dans l'adoption de la technologie que le marché chinois. Et donc, on a pas mal pivoté en cours de route, mais 7 ans plus tard, on est toujours là et on travaille aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, principalement dans les secteurs fortement réglementés où l'erreur coûte cher. Donc, faire de l'IA générative, ça a l'air facile. Avoir une démo avec un effet waouh, c'est facile. Faire en sorte que ça raconte pas n'importe quoi dans des situations un peu critiques, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est l'expertise qu'on a développée. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt que je vous parle de comment j'utilise l'IA dans mon métier d'entrepreneur et non pas simplement dans notre produit, pour trouver des clients, arriver jusqu'à rentrer en contact avec eux, arriver à avoir le rendez-vous, faire mes comptes rendus de rendez-vous, faire les présentations qui suivent, pour être beaucoup plus efficace, parce que je suis convaincu que les entreprises les plus successful de demain ne seront pas celles qui vont lever forcément moins d'argent pour recruter 300 personnes, mais celles qui arriveront, d'ailleurs comme le fait Mistral, à sûrement lever beaucoup d'argent pour faire la même chose avec 25 ou 30 personnes. L'idée, c'est de vous donner des petits conseils très actionnables de comment vous pouvez faire beaucoup plus avec ce que vous avez déjà aujourd'hui. Karel? Donc, Karel Bourgois, donc moi je suis fondateur de Voxist. Alors, moi au départ, je suis ingénieur télécom, et donc, je dirais pendant une vingtaine d'années, j'ai transporté de la voix. Et j'étais un peu frustré justement par le fait qu'on fasse que la transporter. Et donc j'ai quitté les télécoms pour monter Voxist avec cette idée que la voix, la perception que j'en avais à l'époque déjà, c'était qu'un jour on pourrait interagir avec de l'intelligence artificielle au travers de la voix, avoir une conversation. J'ai commencé à travailler sur ces sujets. Je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs problèmes que j'avais moi en tant qu'entrepreneur, qui étaient avoir suffisamment de données, avoir la puissance de calcul. Et en regardant autour de moi, je me suis rendu compte que c'était un problème assez répandu au sein des entrepreneurs français dans le domaine, ce qui m'a amené à créer le Voice Lab, donc une association qui réunit tous les acteurs de la Voice Tech. On a été lauréat d'un appel à projet de la BPI. Et donc, on a un financement pour créer une base de données, pour mutualiser de la donnée, en l'occurrence donc de la donnée vocale, pour faciliter l'entraînement d'algorithmes de reconnaissance vocale, de synthèse vocale, d'analyse des émotions, etc. Voilà. Et donc aujourd'hui, je construis des solutions qui peuvent être des répondeurs téléphoniques intelligents, des bots vocaux pour répondre à des appels et répondre à des questions. Des solutions assez similaires aux tiennes, mais avec une interface principalement autour de la voix, et effectivement avec les problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui d'ancrer l'intelligence artificielle dans de la donnée connue et maîtrisée, pour pas que on ait les phénomènes qu'on appelle d'hallucination, où l'intelligence artificielle tout d'un coup dit des choses qu'on n'aurait pas voulu qu'elle dise. Merci. Peut-être, oui, Clément, tu peux justement nous donner quelques tips, quelques exemples d'utilisation concrète de l'IA. C'est toujours bien de commencer par alors, pendant longtemps, vos boîtes mail ont dû être spammées, vous allez recevoir une palanquée. Vous vous souvenez de ces campagnes qui étaient de dire bonjour monsieur X, quand ils avaient bien pas de civilité, vous avez déjà de la chance, c'est pas le nom de famille. Puis, en tant que le titre de votre poste que vous avez sur LinkedIn, de telle entreprise, pas de chance, c'était un groupe, mais ça mettait 2 groupes Carrefour, par exemple, le mettre du groupe Carrefour. Vous avez peut-être ce problème, et après, une séquence de mails comme ça, où les gens essayaient de vous vendre
un problème, la solution pour vous preniez rendez-vous avec eux. La problématique de ça, c'est que ça commence à se voir et que du coup, l'efficacité de ces campagnes de prospection sortantes, par mail, par téléphone, par SMS, peu importe, ne faisait que diminuer à travers le temps. Et là où on essayait de se différencier avant, et je prenais des petites mains que j'avais bien formées pour dire, on va faire des mails nickel, on va prendre des structures un peu différentes des autres, sauf qu'évidemment, on passait un temps fou à dire, premier message c'est ça, deuxième message c'est ça, troisième message c'est ça, ainsi de suite. Et donc là où l'IA générative est assez fantastique, c'est que je peux aller scraper de la donnée, donc aspirer de la donnée sur différents sites, ça peut être du LinkedIn, ça peut être le Figaro, ça peut être les news, ça peut être les échos, peu importe. Concaténer l'ensemble de ces données et dire je vais écrire le directeur innovation de Thales. J'ai jamais travaillé avec la défense pour l'instant, mais je sais que c'est un bon secteur. Et donc là, ça va me générer des messages d'accroche qui vont être pertinents non seulement en tant que son métier de directeur innovation, mais Thales a été dans les news récemment pour tel sujet. Puis ils ont peut-être eu un recrutement dans son équipe. Donc je vais être en capacité de générer à la volée des séquences sur différents canaux qui vont être pertinentes par rapport à l'individu et non plus simplement par rapport au poste. Avant, on disait, mon directeur innovation, je vais leur dire, ils ont tel problème, donc ils ont tous le même problème. Et donc là, c'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus fin. Et donc, je vous parle de la donnée publique, mais on pourrait imaginer d'être encore plus spécifique. Si moi, j'ai, à travers différents échanges avec d'autres personnes de son équipe, j'ai eu des informations confidentielles, je peux nourrir le modèle de ces informations. Je peux récupérer le rapport annuel de l'entreprise pour savoir quel est leur plan stratégique à 5 ans. Et donc, l'idée, c'est d'être ultra personnalisé de cette manière. Et après, la transition, vous pourrez imaginer d'aller un grand plus loin avec le robot d'appel sortant, qui va imaginer un chat GPT au téléphone, qui, parce que vous avez ouvert le mail, va vous passer un coup de fil sur votre 06, vous dire bonjour Monsieur Shields, j'ai vu que vous étiez intéressé par le mail que je viens de vous envoyer, est-ce qu'on pourrait pas planifier un rendez-vous? Et avant, c'est très compliqué de le faire en sortant, sauf que maintenant, on peut avoir l'équivalent d'un chat GPT au téléphone, et je te laisse la main pour la suite. Bah oui, en effet, on a des cas d'usage en appel sortant. Alors, on a beaucoup plus en appel entrant pour l'instant, mais les deux sont faisables. Donc, moi, parmi les cas d'usage qui peuvent vous parler, on avait fait un service pour la restauration. Donc là, l'idée, c'est que vous êtes restaurateur, on vous appelle. La plupart du temps, c'est le coup de feu, vous courez à droite à gauche, donc personne jamais ne répond. Et un restaurateur me disait, en face, il y a un bureau. Quand ils appellent, c'est pour 12 personnes. Si je réponds pas, ils vont passer par la fourchette. Et alors que c'est des habitués, je vais payer 12 fois la commission à la fourchette. Et donc ça, c'est encore quand j'ai de la chance parce qu'ils vont quand même venir. Et puis il y a ceux qui raccrochent et puis ils viendront pas. Donc c'est peut-être du perte de chiffre d'affaires direct. Donc là, avoir une intelligence artificielle simplement qui répond, qui prend la commande et qui vous réserve une table, voilà, directement on peut générer du chiffre d'affaires. Après, on a des cas d'usage plus classiques du type service client. Donc, vous appelez un service client. L'intelligence artificielle va avoir accès à de la documentation sur le domaine du client en question et pourra répondre à des questions plus ou moins complexes et éventuellement vous passer à un être humain si elle ne sait pas y répondre. Donc, c'est le genre de choses qu'on fait. Aujourd'hui, ce qui est complexe sur ça, c'est qu'il y a la partie reconnaissance vocale. Donc, il faut comprendre le son et le transformer en mots, entre guillemets. Après, il y a la compréhension sémantique, donc c'est quel est le sens des mots qu'on a compris à partir du son. Derrière, il faut générer une réponse, donc il y a générative, entre guillemets, à la GPT. Derrière, il faut de cette réponse créer un son une fois de plus, donc faire de la synthèse vocale, et les 4 en temps réel. Parce que si vous avez probablement eu cette expérience, parce qu'il y a encore pas mal de solutions qui sont comme ça, où vous appelez, vous dites quelque chose, vous attendez 1, 2, 3, 4 secondes, et vous avez la réponse, c'est extrêmement frustrant. En plus, ça vous a pas compris, donc ça vous redemande de répéter, etc. Donc voilà, c'est toutes les problématiques auxquelles il faut faire face. Dernièrement, j'ai appelé un grand groupe de consommation français et il y avait 12 solutions possibles auxquelles ils s'attendaient. J'ai jamais trouvé la bonne, donc j'ai fini par accrocher. Et donc effectivement, il y a tout un travail sur l'expérience d'appel qu'on peut faire aujourd'hui avec de l'IA qu'on ne pouvait pas il y a encore 2 ans. C'est comme ça que Google maintenant demande aux artisans quand est-ce qu'ils sont ouverts. C'est vraiment une étape en même temps. Quand est-ce qu'ils sont avec l'ouverture. On a des fois répétés, on n'a pas compris ici, on voit que c'est quand même assez bien, c'est bien fait. Exactement. C'est bien précis, mais c'est bien fait. En fait, c'était assez marrant. C'est juste au moment où moi je lançais cette
ce système pour prendre des commandes dans des restaurants, Google avait lancé un projet qui était dans l'autre sens, qui était pour que le consommateur demande à Google Assistant d'appeler des restaurants à sa place. Et donc, on avait imaginé en rigolant qu'un jour, on aurait nos deux IA qui se parlent et en fait, l'humain n'est plus dans la loupe. Ouais. Il y a d'autres cas d'usage qui sont intéressants à partager. Pendant longtemps, en tant qu'entrepreneur, j'ai dû faire appel à des agences, donc des agences de publicité, des agences marketing, des agences pour le référencement sur Internet. Et à chaque fois, on me disait, bah, nous, on a une obligation de moyens, mais pas de résultat, monsieur. Il faut mettre 10 000 euros sur la table et puis on va faire de notre mieux pour avoir accès à 10 000 euros. Mon verdict, à chaque fois, c'était comme si j'avais pris un billet que j'avais brûlé à la Gainsbourg, ça ne servait pas à grand chose. Et donc, c'était quelque chose qui m'agaçait fortement jusqu'à, je me suis dit qu'avec l'intelligence artificielle générative, il y aurait sûrement moyen de se passer de ces agences qui sont plus ou moins bonnes selon j'ai certaines dents sur les agences. Et donc, comment on a fait ça? On s'est dit, OK, on va déjà commencer par la partie SEO, qui est du trafic, entre guillemets, gratuit. C'est le référencement qui fait que quand vous tapez, je sais pas moi, c'est de l'heure, admettons un 4 quarts, vous voulez manger le meilleur 4 quarts, et ben, on vous indique la pâtisserie la plus proche d'ici. Donc, voilà. Donc là, comment est-ce qu'on fait? On va dire à un grand modèle de langage, je veux écrire un article sur cette thématique. Donne-moi toutes les questions importantes que les gens peuvent se poser lorsqu'ils s'intéressent à cette thématique. Parce que si je m'arrête là, mon article, il va jamais arriver en première page de Google. Donc, on va nourrir l'IA d'autres données. Donc, je vais aller récupérer, par exemple, quels sont tous les mots-clés à insérer dans mon article pour que Google et ses robots considèrent que l'article est qualifié. Parce que c'est pareil, si je fais ça, ça va pas être suffisant. Donc, je vais aussi aller utiliser notre IA. Je vais regarder Perplexity, qui je trouve très bien pour ça, qui va aller me scraper le top 10 des résultats sur Google et va me dire, OK, donc dans le top 10 Google, voici tout ce qui est abordé par les concurrents. Et puis après, on peut dire au modèle, mais ça, c'est tout ce qui est abordé. Mais qu'est-ce qui n'a pas été abordé qu'il faudrait aussi avoir dans mon article? Donc, je vais pouvoir faire un plan extrêmement détaillé avec tout ce que les autres ont dit, plus tout ce qu'ils n'ont pas dit mais qu'ils auraient dû dire, plus tous les mots-clés qu'il faut insérer, plus éventuellement les informations sur ma boîte, sur l'angle de mon style de rédactionnel, etc. Et après, je vais faire rédiger l'article par l'IA. Et ça, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Et je suis passé de avoir des commerciaux où il fallait appeler. Et quand j'avais de la chance, j'avais une personne par mois qui prenait rendez-vous avec moi, à 3 à 4 entreprises qui nous contactent par semaine et qui, comme des grands, prennent rendez-vous dans mon agenda. Donc, c'est assez génial. Et je vous conseille d'utiliser cette méthode qui a fait ses preuves. Autre exemple qui marche pas mal, c'est, j'ai beaucoup entendu dire, il faut faire du réseau social, il faut faire une stratégie de contenu. Sauf que produire du contenu tous les jours, ça prend du temps, c'est compliqué. Aujourd'hui, vous avez des solutions. Il y en a une que j'aime bien qui s'appelle Redact AI. Et donc ça, vous mettez l'URL d'un article de presse ou d'une vidéo YouTube qui vous a paru pertinente, l'angle que vous voulez pour votre post, et ça va vous générer 3 versions du post. Alors comme toujours, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut relire et souvent il faut combiner un peu des trois parce qu'il peut y avoir des hallucinations. Et mon dernier sujet de travail dont je ne t'ai pas encore parlé, c'est faire des influenceuses virtuelles. C'est-à-dire aller jusqu'à générer la vidéo, se cloner, etc. Moi, j'ai une question que je voudrais vous poser à tous les deux, parce que vous côtoyez des entreprises qui sont des clients, des prospects. Quel est votre avis sur leur attitude vis-à-vis de l'IA? Est-ce qu'on est face à un enthousiasme, une crainte? Quel est le niveau de maturité, etc. Est-ce qu'on peut porter un jugement là-dessus? Votre l'honneur. Moi, je dirais que c'est amusant, entre guillemets. J'ai senti quand même un gros changement entre l'année dernière et cette année. L'année dernière, on avait beaucoup d'intérêt, mais c'était, on va dire, pour faire des POC et sans vraiment penser qu'on pourrait mettre en prod. C'était des POC pour découvrir le sujet. Cette année, on a des entreprises qui sont plutôt dans l'idée, voilà, j'ai un cas que je veux mettre en prod, et s'ils vont faire un POC, c'est pour valider la solution. On en est même au problème inverse, qui est qu'on a pas mal de fantasmes. On a des gens qui s'amusent sur ChatGPT et pensent que comme ChatGPT sait répondre à peu près à n'importe quelle question, bah finalement, maintenant on peut utiliser GPT-4 en direct avec ses clients et comme ça va répondre, tout va bien. Et sauf qu'on a la voix, il y a des problèmes. Ouais. Non, mais même en dehors de la voix, là, je passe même direct en texte. Et le problème à l'heure actuelle, c'est que on n'a pas d'intelligence artificielle, enfin de modèle
large language model texte, comme je dirais, qui soit parfait. On en a qui sont meilleurs que les autres. Les PT4, Gemini 1.5, clairement, sont au-dessus du lot. Mais ils savent pas répondre à tout et ils peuvent répondre à côté de la plaque. Donc, si vous les mettez en direct avec vos clients, vous avez un risque sérieux. Donc, en usage interne, où vous filtrez parce que vous avez le recul nécessaire, pourquoi pas. Et déjà, il faut avoir le recul nécessaire, ce qui même en interne n'est pas toujours certain. En direct avec des clients, c'est pas possible. Donc il y a tout un tas de nouveaux services avec les RAG, les Retrieval Augmented Generation, qui permettent de pallier un peu à ces choses-là. Ce que je vois moi aujourd'hui, c'est en tout cas un grand enthousiasme, parfois un petit peu trop d'idéalisation de ce que peut faire l'IA. Ouais, je sais pas ce pour toi. Ouais, et puis après, il y a ceux qui disent je fais de l'IA, j'utilise ChatGPT. Alors ça, c'est toujours compliqué. Non, il y a un peu de tout. Il y a des boîtes qui sont assez early adopters et qui ont une vraie connaissance. Ça m'arrive d'en rencontrer. Malheureusement, ils sont trop rares. Mais alors, eux, c'est génial, ça signe tout de suite. Il y a ceux qui veulent faire de l'IA depuis 3 ans, c'est dans un carton. Et puis, pendant longtemps, la direction disait non. Et puis là, ils ont dit oui. Donc, faut faire, mais ils savent pas quoi. Mais il faut faire un truc. Alors, c'est pas forcément les meilleurs projets parce que là, on retombe un peu dans le problématique du POC sans forcément de vision d'industrialisation derrière. Et les cas d'usage que je vois le plus aujourd'hui, enfin, je parle sur des acteurs d'une certaine taille, hein. Ça va être, je vais mettre de l'IA générative pour un cas d'usage en interne, sur lequel je vais pas trop communiquer au début, parce que oulala, j'ai peur. C'est globalement sur les projets avec à 6 chiffres, c'est un peu ce que je vois. Alors ce que j'ai vu par contre aussi, c'est les grands groupes. Clairement cette année, ils ont tous réellement c'est des vrais programmes. Oui, ils ont des programmes, ils ont des chiffres, des lignes budgétaires à fixer. Alors, Ouais, c'est pas forcément le cas. Voilà. Moi, je pense c'est un grand groupe américain en l'occurrence avec qui je travaille. L'année dernière, on avait des contraintes du type il faut pas que les données sortent, il faut que les modèles tournent en local. Donc il y avait beaucoup de contraintes de l'ordre du privacy et la confidentialité, ce que je comprends parfaitement. Cette année, ils ont un accord avec, comme ce sont des groupes qui ont la taille nécessaire, ils ont des accords directs avec les grands acteurs du marché pour avoir leur propre cluster. Mais donc là, ça veut dire qu'ils sont passés à, je sais pas les chiffres, mais j'imagine on parle plus de 6 chiffres, on parle probablement de 7 chiffres pour avoir accès à ces puissances de calcul dédiées. Et s'ils investissent autant, c'est que forcément ils ont un véritable usage. Et donc ouais, moi je pense que déjà au niveau des grands groupes, on a vu vraiment un basculement entre l'année dernière et cette année. Et après le problème qu'on a tous, enfin, c'est que ça va très vite. Donc quand je commence un projet et quand je le finis, je sais généralement que quand j'aurai fini le projet, je suis déjà la solution que je viens de mettre en prod est en retard par rapport à l'état de l'art. Et donc chez les clients, c'est aussi un peu la problématique parce que ça veut dire que ils me challenge énormément en me disant ah oui j'ai vu il y a un nouveau truc qui est sorti, un article machin, et vous êtes là ouais non mais entre ce qui sort juste et ce qu'on peut mettre en prod il y a quand même. Donc là encore, on revient un peu au problème du fantasme dont je parlais tout à l'heure, qui est que mettre en production de l'IA, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air, et c'est pas juste me connecter à ChatGPT. Pour rebondir là-dessus, on a fait un cas d'usage sur la réponse automatisée aux appels d'offres dans le secteur de la prévoyance. Alors oui, c'est très niche. Donc imaginez que vous avez travaillé dans une grande entreprise française, que vous voulez avoir la prévoyance que vous avez accordée avec la mutuelle à vos salariés, et que 2-3 acteurs du marché qui savent faire ça, en tout cas pour être très gros, et donc vous allez les contacter, leur envoyer votre appel d'offres qui fait entre 300 et 500 pages, plus ou moins structuré selon la qualité de votre service achat, avec parfois du point doc qui pour la blague n'est plus supporté par Microsoft depuis un moment déjà, du docx, donc du Word moderne, du PPT, du PDF, du Excel, du CSV, des mails pourquoi pas, et tout petit quanti. Et donc dedans, vous pouvez avoir des tableaux. Typiquement aujourd'hui, à vos souhaits. Traiter un tableau dans une présentation, c'est quelque chose que les modèles, même GPT-4 Vision et tous ces modèles d'IA générative, savent relativement très mal faire. Parfois, il peut y arriver, mais ça marche relativement mal. Donc, il y a des méthodos qu'on peut mettre en place pour essayer de traiter la donnée dans des tableaux et arriver à nourrir le modèle de la bonne donnée pour générer les bonnes réponses.
Et donc ça, c'est une problématique sur laquelle on a passé beaucoup de temps avant de finalement réussir à trouver une solution avec un X d'ailleurs. Et sauf que on a mis ces efforts-là, tout en sachant très bien que quand GPT-5 va sortir d'ici quelques mois, a priori, cette problématique est résolue. Donc, il y a ces sujets où on peut mettre beaucoup d'efforts pour quelque chose qui, en fait, parfois vaut mieux juste attendre 6 mois. Parce que les modèles évoluent très vite et c'est un vrai sujet aussi. Quand j'entends un prospect me dire, ah non, mais moi, il me faut absolument du GPT-4, je lui dis, non, mais en fait, si vous faites ça, vous avez pas du tout compris qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, je dis plus gentiment, mais à mon avis, il faut jamais miser sur un seul LLM. Il faut être totalement agnostique de ces modèles, puisque tous les 6 mois, vous avez un meilleur acteur qui sort, un nouveau modèle qui sort, qu'on vous dit être meilleur que les autres. On peut débattre des benchmarks, mais et vous avez des nouveaux acteurs qui se créent. Et peut-être qu'aujourd'hui, celui qui a le vent en poupe, c'est Mistral, mais rien ne vous dit que dans 3 ans, il n'y aura pas un leader européen autre avec qui il faudra travailler. Donc, ce qu'on essaie toujours de faire, enfin, je pense que c'est peut-être la même approche, mais c'est de dire s'il faut passer d'un modèle à l'autre, c'est très aisé à faire. Voilà. Alors nous, on a une approche qui est qu'on fait notre propre modèle Vous sur faites la votre partie propre modèle. reconnaissance vocale. Et donc Ça, ça a ses avantages et ses inconvénients, on va dire. Donc l'avantage, c'est qu'on maîtrise de bout en bout. Donc typiquement, ça veut dire qu'on peut faire tourner ça chez le client dans un environnement sécurisé. C'est qu'on peut le faire sur des données métiers spécifiques. Donc par exemple, là, on a un modèle dans le domaine du médical qu'on est en train de faire en langue française. Donc aujourd'hui, il n'y en a quasiment pas. Et très clairement, le vocabulaire d'un radiologiste, d'un cardiologiste, aucun modèle standard ne fonctionne parce qu'ils ont des mots, des expressions, sans parler des questions, hein, parce que les médecins ils parlent à peu près comme ils écrivent, hein, c'est indéchiffrable pour un être normal comme moi, hein, qui n'est pas médecin. Donc voilà, on est aussi capable de faire ce genre de choses, mais après ça a des impacts en techniquement, pour faire tourner ces modèles, il faut des infrastructures très spécifiques, il faut de la donnée pour les entraîner, pour les améliorer, etc. Donc c'est là que je travaille beaucoup, ce que je disais tout à l'heure avec l'association du Voice Lab et avec les appels à projets du gouvernement français. Donc là-dessus, il y a pas mal d'initiatives. Il y a un appel à projet en cours justement pour la création de communs numériques à destination d'intelligence artificielle générative, qui devrait sortir au mois de mai. Enfin, les gagnants devraient être annoncés au mois de mai, j'espère. J'espère être un des gagnants. En plus, voilà. Et qui est le gouvernement qui investit donc plusieurs dizaines de millions d'euros pour aider des acteurs de l'IA générative à créer des modèles français, européens. Parce que l'autre problème dont tu ne parlais pas tout avant, c'est la souveraineté quand même. C'est que le problème de beaucoup de ces solutions aujourd'hui, c'est qu'elles sont pas, non seulement elles sont pas françaises, elles sont même pas européennes. Et donc le problème dont je parlais pour certains grands groupes qu'ils avaient l'année dernière et qu'ils ont résolu en payant très cher pour avoir des choses qui tournent chez eux, c'est pas forcément possible pour tout le monde. Et donc il y a quand même pour beaucoup d'acteurs une problématique de à qui vous envoyez vos données, qui doit passer vos interactions clients. Et tout ça, c'est des risques. Et puis, si on se projette un peu plus dans le long terme, et si on considère que l'IA devient un des éléments cœur et clé des systèmes d'information de demain, est-ce que c'est bon qu'on soit à 100% ou 90% dépendant d'acteurs non français? Est-ce que on n'a pas envie qu'il y ait que les X de demain, les 1000 ponts qui sortent, ils puissent travailler aussi dans les entreprises françaises sur les dernières innovations d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, donc nous on travaille beaucoup aussi avec des labos et les doctorants quand ils sortent de leur thèse, ils ne restent pas en France parce que ils trouvent pas forcément le contexte qui leur permette de travailler sur les dernières innovations, d'avancer. Donc là-dessus, enfin pour moi, ça fait partie des enjeux clés. Donc là, dans l'appel d'offres, je parlais tout à l'heure, on part sur des modèles de reconnaissance vocale basés sur des architectures un peu différentes de ceux qui existent aujourd'hui, où on donne la possibilité aux labos d'aller innover directement avec des industriels, et puis des industriels comme moi, d'avoir des solutions qui peuvent être très compétitives sur le marché. Je pense que c'est aussi un sujet. Ouais, c'est sûr.
Moi, j'ai une question concrète. Je suis une entreprise, je veux utiliser de l'IA pour interagir avec mes clients, automatiser une partie de ma relation client ou de mes prospects ou de mes salariés internes, etc. Ce que je veux, c'est que les réponses que va générer l'intelligence artificielle intègrent mes données. Et c'est mieux. Hein, voilà, si c'est un client, savoir qu'est-ce qu'il a commandé, quels sont ses produits, si c'est un prospect, quel est mon catalogue, quel est l'historique des relations que j'ai eues avec lui, si c'est un salarié, voilà, quel est son historique de l'entreprise, etc. Est-ce que ça c'est possible? Et comment? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est l'enjeu qui arrête les entreprises ou qui limite l'utilisation de l'IA? Comment ça se... Je dirais que c'est déjà plus facile à l'écrit qu'à l'oral, à cause de la problématique du temps réel. Même ça, c'est faisable. Mais à l'écrit, on peut avoir 2-3 secondes de latence avant de répondre, c'est pas très grave. Si je vous réponds à votre mail dans les 30 secondes, je trouve déjà ça fantastique. Si vous faites attendre 30 secondes au téléphone, vous n'allez pas être très content. Et c'est le premier point. Ce qui est compliqué, c'est la capacité des entreprises à mobiliser la donnée. C'est pas tant un sujet de techno chez les prestataires. Vous preniez l'intégralité de mes confrères ou moi, j'ai aucun doute que tout le monde sait brancher des API. C'est plutôt la complexité pour des services informatiques ou des entreprises de PME, ETI, de donner accès à la data. Enfin, moi, c'est ce qui nous fait perdre le plus de temps sur les projets, c'est les clients qui vont à la ramasse. Tout à l'heure, je parlais de RAG, la Retrieval Augmented Generation, donc qui est en fait le système, on va dire, à la mode pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire retrouver le Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire c'est un LLM qui va traiter l'information qu'il retrouve dans une base de données, on va dire. Le problème, c'est que cette base de données, il faut l'alimenter. Et effectivement, très souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on a des clients qui nous disent oui, on va faire ça, et puis après, ils arrivent avec 3 pages et ils nous disent bon, bah, le reste, on peut pas le sortir parce que il y a de l'information client confidentielle, parce qu'on n'a jamais mis noir sur blanc le process, parce que très souvent ça. parce que en fait, on n'est pas très clair quelle serait la donnée dont vous auriez besoin. Et donc voilà, une grosse partie du projet, ça va être d'aider le client à soit trouver la donnée, soit la créer, soit l'architecturer. Après, il y a un deuxième problème, c'est que donc aujourd'hui, les RAG, ils s'appuient souvent sur ce qu'on appelle des bases de données vectorielles. Donc, qui sont des bases de données où on a transformé le contenu de toute la documentation client dans une représentation vectorielle qui inclut le sens. Donc, c'est la partie sémantique de cette documentation. Mais elle n'a pas forcément la logique. Et si on veut vraiment rentrer dans de la donnée métier précise du type chiffré, chez nous, la recette, c'est qu'il faut 0,1 gramme de dioxyde de carbone pour faire je sais pas quoi. Ça, c'est typiquement des choses où le LM, il va pas y arriver. Il va avoir compris le sens de la phrase, mais vraiment comprendre que les proportions sont importantes, etc., c'est pas faisable. Donc là, il y a un nouveau, enfin, il y a pas, c'est pas nouveau, mais il y a une autre technologie qui est vieille comme le reste, qui sont ce qu'on appelle les graphes de connaissances, qui permettent de créer vraiment de la logique entre les différents éléments. Et les LLM aujourd'hui sont capables de discuter aussi avec les graphes de connaissances. Donc en fait, on peut mixer les deux. Mais alors autant déjà la partie d'avant, on se disait qu'on avait du mal à l'alimenter, autant le graphe de connaissances c'est encore pire. Donc créer un graphe de connaissances avec de l'information structurée dans une entreprise, c'est extrêmement complexe, à la fois techniquement et à la fois parce que justement on n'a pas l'information de départ. Donc voilà, il existe des solutions techniques, mais les mettre en pratique c'est pas évident et c'est pas aussi sur étagère que certains pourraient vouloir nous faire. Il suffit pas, comme dans une vidéo de Sam Altman, je crois, d'uploader dans ChatGPT toute une série de PDF et de PowerPoint et créer votre propre IA comme ça. Ça marche pas comme ça. Oui et non. Oui et non. Oui, si tu veux avoir un super effet démo, aller montrer à ton boss demain matin. Voilà. Ça marchera super bien et tu auras ta promotion. Par contre, si tu veux mettre ça en production avec des clients, ça y a un peu plus de travail. En fait, c'est assez facile de faire ces GPT, donc c'est la version grand public, quand vous êtes en payant sur OpenAI ou les assistants pour la version développeur. Ça se fait assez bien et c'est même très simple. Mais encore une fois, le diable se cache dans les détails et à mon sens, dans la relation client, il faut avoir bon dans 99,9999
On va dire 100% des cas si possible. Ce serait déjà beaucoup mieux que l'humain si c'était 95. Mais on ne veut pas être à 80%, quoi. En tout cas, pas dans les secteurs comme banque, assurance, médicale avec qui on travaille pas mal. Je peux Et pas si tu avoir. rajoutes la voie où tu as aussi déjà un taux d'erreur, donc Ouais. tu fais du compounding des taux d'erreur, ça devient très risqué. Ouais. Ouais, aujourd'hui, ce qu'on voit, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de callbots, relations clients, essayer d'éviter 30 à 50% des appels. C'est un truc assez simple. Mailbot, c'est-à-dire donc callbot, c'est par téléphone. Mailbot, c'est l'assistant qui répond aux mails. Aujourd'hui, ce que je vois chez des clients, il y en a aucun qui est prêt à lâcher la bride à l'assistant. Mais c'est plutôt, on va prendre le mail, on va le catégoriser. C'est déjà pour eux énorme. Et on va générer une réponse qui va être relue par quelqu'un. C'est un bon cas d'usage sans trop de risques. Et le dernier, ça va être le chat plus classique sur les sites internet. Et ça a un intérêt, à mon sens, que si vous êtes connecté à votre espace client et qu'on peut vous, en tout cas, qu'on est en capacité de vous répondre par rapport à votre situation personnelle. Parce que non, mais en fait, je vous écris parce qu'il n'y a pas la réponse sur Internet. C'est toujours frustrant du côté consommateur et il faut que les entreprises apportent des réponses personnalisées. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, sinon, on n'évite pas l'appel. Contacter. Je sais pas si ça répond à la question que tu Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On attend Camilo qui n'est pas loin. Si on veut terminer à 7h30, on va peut-être lui laisser là. Voilà, on va peut-être passer aux questions de la salle. Moi, j'avais envie de prolonger la question qui vient d'être posée, puisque j'avais compris que beaucoup d'entreprises ont envie d'y aller. Mais avant de donner leurs données à ChatGPT ou à whatever le système que l'on retient, le problème, c'est de confier ces données. Et c'est que moi, j'ai compris que toute donnée qu'on donnait à une IA pour élaborer une solution peut potentiellement être réutilisée par l'IA dans sa base de connaissances. Alors, et si donc ton concurrent direct vient sur le même créneau que toi bâtir des offres, le premier référentiel d'information auquel l'intelligence artificielle va se référer, c'est d'abord ce que tu lui as donné pour la nourrir. Et donc moi, je connais des entreprises qui ont décidé de ne pas y aller, parce que pour le moment, elles ont peur que leur savoir-faire parte là-haut et soit utilisé par d'autres. En théorie, aujourd'hui, ça a été en partie réglé. Dans le cas d'OpenAI, en tout cas très spécifiquement, donc ils ont changé un peu leur term and condition et on peut demander à ce que vos données ne soient pas utilisées pour de l'apprentissage. Donc le modèle ne pourra pas, voire qu'il ne soit pas utilisé pour la Q&A, donc ils pourront pas la regarder. Ce qui reste encore compliqué, c'est que la dernière clause qui peut être enlevée, mais je sais pas trop comment, honnêtement, c'est ce qu'ils appellent la partie ils filtrent si c'est de l'harassement, si vous demandez de faire des bons, etc. Ils ont des protections. Et donc dans ce cadre-là, si l'alarme sonne chez eux, il y a quand même un être humain qui peut regarder que vous n'avez pas demandé comment faire une bombe nucléaire ou je sais pas quoi. Et donc cette partie de filtrage, on peut en théorie aussi demander à ce qu'elle n'ait pas lieu. Mais par contre, il faut que vous donniez les cas d'usage exacts de comment vous utilisez leur intelligence artificielle. Et il y a un process, mais je ne connais personne qui l'ait passé. Mais les deux autres, c'est contractuellement, c'est faisable en prenant les bons abonnements. Après, tout ça demande à ce qu'on croit ce qu'ils nous disent aussi et qu'ils fassent ce qu'ils disent qu'ils font. Là, on n'a pas forcément de moyens de vérifier à l'heure actuelle. Après, toutes les entreprises quand j'entends ça, je leur dis oui, mais en fait, vos employés utilisent déjà ChatGPT. Ah bah non, c'est pas possible, on l'a bloqué en interne. Je dis, faites un sondage, vous verrez sur les téléphones perso qui l'utilisent réellement au bureau. Et en fait, à chaque fois, les gens l'utilisent parce que ça leur fait gagner du temps dans leur travail. Donc je pense pas qu'on puisse vouloir l'interdire, oui, mais on n'y arrivera pas. Donc la question, c'est plutôt se dire comment est-ce qu'on fait pour travailler avec intelligemment en mettant des garde-fous. Alors ça peut être en effet décocher ces cases contractuelles, travailler avec des acteurs qui vous permettent d'héberger les modèles chez vous, dans des clouds privés, sur des clouds comme Azure OpenAI. J'aurais beaucoup plus confiance dans Microsoft Azure pour respecter ces terms and conditions que dans OpenAI. À vie, on prend moins de risques avec Microsoft. Ou pas. L'avenir nous le dira. Je voudrais savoir s'il y a aussi des freins au niveau Europe. Je sais qu'on avait un RGPD qui est en effet protecteur, mais pour vous, ça va être aussi compliqué de le mettre en place. Donc, est-ce qu'il y a des freins européens spécifiques? Alors, en Europe, il y a un acte législatif qui s'appelle le AI Act, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui doit être maintenant implémenté dans la législation française et qui potentiellement peut rendre les choses plus compliquées. Ça dépend un petit peu de comment on interprète certaines
certaines des règles. Alors, on peut voir ça comme un avantage compétitif, c'est-à-dire que ça va obliger les acteurs non européens à respecter un certain nombre de règles que de toute manière nous on respecte de par, je dirais, notre culture. En même temps, ça pose quand même des questions parce que c'est pas des règles qui s'appliquent a posteriori. Donc ceux qui ont déjà des modèles qui ont été entraînés avec des données qu'ils ont pu obtenir de façon qui aujourd'hui ne serait plus totalement acceptable. Et nous, par contre, on n'a pas construit encore nos modèles et on va avoir ces règles du jeu à suivre pour construire ces modèles de demain. Donc ça va nous rendre la vie plus difficile. Et donc, rattraper notre retard n'est pas évident. Donc, en particulier, on parle beaucoup de tout ce qui est droit d'auteur, copyright, et ça a énormément de niveaux. Hein. Donc, il n'y a pas de réponse simple. Pour le monde, le fait que toutes leurs informations soient utilisées dans de l'apprentissage pour un LLM, ça pose des questionnements, mais je sais pas pour Gérard Depardieu, que sa voix soit utilisée par une IA pour comprendre de la voix, c'est pas du tout la même chose que si on l'utilise pour faire de la synthèse de la voix. Si je commence à avoir des voix qui ressemblent à Gérard Depardieu, je comprendrais que ça lui pose un gros problème. Mais par contre, que j'utilise éventuellement des enregistrements qu'il a fait pour faire de l'apprentissage. Or, les deux cas sont traités de la même façon juridiquement parlant, alors que l'impact pour la personnalité aujourd'hui n'est pas le même. Donc, c'est très complexe. Je sais pas comment toi tu... Non, pour le sujet du RGPD, il est intéressant. La façon dont on l'a traité nous, c'est on n'envoie jamais de données personnelles à un LLM. C'est-à-dire que tout message, avant de lui envoyer une IA générative, je fais passer dessus une brique qu'on a développée pour un client dans la banque, où j'enlève toutes les données. Donc, j'ai numéro de sécurité sociale, numéro de carte bleue, numéro de compte, adresse postale, téléphone, civilité, nom, prénom évidemment, adresse email. Enfin, on évite d'envoyer la moindre. On remplace ces informations par des variables. On les envoie au LLM pour qu'il puisse comprendre que c'est Monsieur Shields qui a écrit à propos de telle situation. Dans la réponse générée, il garde la variable que je remplace de nouveau pour afficher la réponse. C'est quoi LLM? Large Language Model, pardon, c'est les IA génératives textuelles. C'est la version, enfin c'est la capacité de GPT-4 de faire du texte. Sachant qu'on va vers des modèles qui sont de plus en plus multimodaux. Qui peuvent gérer, vous mettez de la voix en entrée, vous sortez une image, vous mettez... Et en gros, c'est des modèles qui ont appris sur du texte et qui génèrent du texte. Parce qu'il y a un truc à retenir sur le monde des bots, chat, call, mail, c'est qu'avant, on avait trop souvent, désolé, j'ai pas compris votre question, et notre enjeu, c'était d'entraîner les modèles, faire de l'apprentissage supervisé pour réduire au maximum le désolé, j'ai pas compris la question. Et aujourd'hui, on est passé à un monde où il faut plutôt faire en sorte que le robot ne réponde pas s'il a tort. Donc, c'est qu'il n'y ait pas d'hallucination. C'est un peu le parallèle de ne pas répondre. Ah, maintenant, il répond trop, il faut le cadrer, quoi. Je sais pas si. Ouais, c'est totalement ça. J'explique un peu. Vous avez évoqué tout à l'heure le sujet de la réticence des entreprises à inclure des données propres pour entraîner des modèles, d'une part à cause de la difficulté d'accéder à la data, mais aussi à cause des problèmes de confidentialité. Est-ce qu'il est envisageable, pour pallier à ces contraintes, d'implémenter justement de la data générée artificiellement, quitte à insérer une forme de contrôle derrière pour vérifier qu'elle soit bien cohérente vis-à-vis des données relatives à l'activité d'entreprise, sans toutefois compromettre la fiabilité du modèle qui en résulte. Ça va dépendre complètement du cas d'usage, en fait. C'est-à-dire, le cas que je donnais comme exemple un peu extrême tout à l'heure d'une équation chimique, elle est unique, les chiffres ils doivent être bons, etc. Donc on ne peut pas la remplacer par une autre. Par contre, si on veut que le modèle il apprenne à répondre à un problème informatique entre guillemets classique, régler une imprimante dans la société X ou Y, ça va être à peu près la même chose. On peut éventuellement dans ce cas-là remplacer les manuels d'instruction propres par la donnée plus générique, par exemple. Mais on peut enlever effectivement tout ce qui est les informations privées dont on parlait tout à l'heure, email, etc.
Mais à un moment donné, la connaissance à proprement parler, elle reste souvent spécifique. Et par rapport à cette question-là, je crois que c'est ByteDance, ceux qui font TikTok, qui se sont fait couper leurs accès OpenAI. Et Midjourney a coupé les accès OpenAI à, je crois, Stable Diffusion, parce qu'en fait, vous aviez d'autres entreprises qui exploitaient les modèles pour générer le corpus d'entraînement de leur propre modèle. C'est-à-dire que c'est... Donc, certes, ils payaient hein, quand il y avait Stable Diffusion qui générait des images, donc ça, c'est la génération d'images en open source, qui utilisait le modèle Midjourney pour générer des images pour après entraîner son propre modèle. Ils consommaient l'API et donc ils payaient à chaque génération. Quand vous avez les gens de TikTok qui voulaient entraîner leur équivalent de chat GPT chinois et qui demandaient à GPT-4 de générer des paires de questions-réponses, ils payaient aussi. Le problème, c'est que ça dévoie quand même les conditions générales d'utilisation qui vous dit qu'en gros, vous n'avez pas le droit d'exploiter ces modèles pour entraîner le modèle concurrent. Ce qui peut se comprendre. C'est aussi un problème. Avec une autre problématique, c'est la qualité des données qu'on génère. Mais... Une question, comment est-ce que vous répondez aux questions de vos clients sur l'interprétabilité de l'IA, l'effet un peu black box? Moi, je suis en biologie et c'est une question que j'ai beaucoup et c'est très compliqué. Alors, le cas simple, entre guillemets, c'est le cas dont on parlait tout à l'heure où on s'appuie sur la documentation interne. Et donc, on peut faire que quand il donne une réponse, il donne la source. Ouais. Donc, il va vous dire, ça vient de la documentation, numéro temps, machin truc. Donc là, c'est sourcé. Ça, c'est l'idéal. Quand on reprend le cas dont on parlait tout à l'heure, où on n'a pas de documentation, on s'appuie uniquement sur l'entraînement du modèle, il est généralement très difficile de lui demander de sourcer sa réponse. En plus, il peut l'inventer, la source, si on lui demande vraiment trop si on le force à avoir une source, et il va en inventer une, à défaut d'en avoir une. Donc c'est pas forcément bon. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est plus des agents de modération qui regardent les réponses du LLM et qui essayent de valider le niveau de fiabilité de la réponse qui a été donnée. Donc on a un LLM qui supervise un autre LLM, ce qui peut sembler paradoxal, mais qui marche en fait pas si mal, mais qui ne donne pas vraiment une explainabilité de la chose, mais qui vous permet c'est plus pour contrôler, je dirais, les hallucinations que pour vraiment faire de l'expressibilité. Pour tout ce qui est algorithme de réseau de neurones, la partie la plus prenante en ressources, c'est la partie d'entraînement des réseaux de neurones. L'inférence, elle est moins gourmande. Alors, en fait, c'est vrai aujourd'hui. C'est moins vrai cette année que ça l'était l'année dernière. Donc, OpenAI, l'année dernière, c'était 95% de leur puissance de calcul, c'était l'entraînement, 5% c'était de la prod. Cette année, c'est 40%. On pense que d'ici quelques années, l'entraînement, ça sera 5% de la consommation de GPU mondiale parce que tous ces gens dans la salle, là, vous allez utiliser de l'intelligence artificielle et donc l'inférence va être plus importante que l'entraînement. En plus, les modèles ayant progressé, on aura peut-être certains domaines dans lesquels on n'a plus besoin d'entraîner parce qu'on est arrivé à un état qui est suffisant. D'un point de vue purement technique, c'est parce qu'il y a plus de demandes, si je comprends bien, au niveau de l'inférence. C'est ça qui inverse un peu la tendance. Et d'un point de vue technique, pourquoi pas imaginer un service, par exemple avec le calculateur Jean Z, un service aux entreprises d'entraînement de leur modèle. Et une fois que l'architecture est fixée, proposer aux entreprises la partie inférence avec un abonnement pour le mettre à jour tous les mois, tous les 6 mois. Alors, ça se fait un peu. Donc, au Jean G aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un supercalculateur de l'État qui est à Saclay, ouais, qui est managé par une entité qui s'appelle GENSI et qui est la plus grosse infrastructure de calcul. Donc les plus gros modèles français généralement vont s'entraîner sur Jean Z. Donc si vous avez entendu parler d'un modèle qui s'appelle Bloom, qui à un moment donné, aujourd'hui on l'a un peu oublié, mais c'était un des plus gros modèles européens. Et en particulier poussé par des acteurs français qui avaient été entraînés sur Jean Z. Donc aujourd'hui, Jean Z, si vous faites de la recherche, c'est assez simple d'avoir de la puissance de calcul. Je dis, c'est assez simple, ça reste, il faut passer un process. Si vous êtes en industriel, c'est un peu moins simple, mais c'est de plus en plus possible. Donc vous pouvez en tant que start-up demander à avoir accès à la puissance de calcul.
Dans le cadre des appels d'offres dont je parlais tout à l'heure, ça fait partie, entre guillemets, du deal. C'est que l'État va vous financer votre projet et il vous assure aussi d'avoir un peu de bande passante sur Angers pour faire de l'apprentissage. Le GENSI, en plus, commence à travailler sur une réflexion justement de garder de la donnée et des modèles au plus près du calculateur, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu one shot. J'arrive, je mets mes données là-bas, je fais mon entraînement, je repars. Et tout ça, finalement, est assez cher parce qu'il faut transporter de la donnée. Donc, on parle quand même de volumes très conséquents. Et puis, bah, derrière, effectivement, si je veux refaire un fine-tuning après, il faut que je redemande, etc. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Ils sont en train de travailler aussi sur intégrer les supercalculateurs européens. Donc, il y a tout un tas d'autres supercalculateurs tels que j'en ai en Italie, en Espagne, Allemagne, je crois, qui vont pouvoir fonctionner les uns avec les autres, et aussi au niveau privé, donc avec les scalers français en l'occurrence, Scaleway, Hotscale, OVH, qu'il y ait des liens avec GENSI qui fait que vous pouvez vous pouvez utiliser la puissance de calcul privé aujourd'hui, comme on peut le faire sur AWS, sur ces grands scalers français, mais en connexion avec les entraînements qui sont faits sur Angers, ce qui fait que les liens seront facilités. Donc, c'est des choses sur lesquelles ils travaillent à l'heure actuelle. Pour une entreprise qui veut se lancer dans l'IA, donc, tout à l'heure, tu avais dit deux moyens, soit de l'IA d'un point de vue purement innovatif, où le produit est créé à partir de l'IA, ou bien l'IA vient accompagner un produit ou un service existant. En fait, quelle vision il faut avoir pour débuter sa startup? Est-ce que c'est une vision qui a d'usage comme pour les entreprises, ou est-ce que c'est une vision en tant que besoin, comme une entreprise un peu plus classique, ou une vision plus technologique? J'ai testé la vision technologique il y a 7 ans et j'ai traversé le désert pendant longtemps. Donc, si je peux te donner un conseil, c'est que trouve quelqu'un qui a un problème et qui est prêt à payer pour le résoudre. Parce que là, ça devient sympa, mais je pense 5 ans, on a ramé quand même. Donc, je vois la techno est à mon avis plus casse-gueule. Ce qu'on appelle parfois le techno-push, c'est pas forcément la bonne solution. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que tu peux avoir un besoin, mais il faut qu'il y ait effectivement un besoin. Sinon, il faut faire de la recherche. S'il y a un besoin et que tu identifies une façon différenciante d'utiliser la technologie actuelle pour aller plus vite, plus loin, ça vaut le coup. Après, ce qu'on dit aussi sur la deep tech, c'est qu'on est souvent sur des temps de maturation qui sont beaucoup plus longs. Là où une startup va mettre 2-3 ans, une deep tech va mettre 5-10 ans. Après, je sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, parce qu'avec ce cycle d'accélération côté intelligence artificielle, mais ça demande quand même des moyens, parce qu'aujourd'hui, les chercheurs en intelligence artificielle, l'attractivité du marché fait que, comme je disais tout à l'heure, les doctorants, ils restent pas en France, et les personnes compétentes s'échangent à des tarifs qui sont assez astronomiques, c'est vraiment des salaires à 6 chiffres, et ça très jeune. Donc monter une équipe conséquente, c'est très coûteux. Quand on voit Mistral qui a levé des centaines de millions et qui sont 25, alors oui, une grosse partie qui est quand même de la puissance de calcul, maximum, la plus grosse partie. Mais c'est aussi que, voilà, aujourd'hui, payer une équipe de data scientists, c'est pas donné. Donc voilà, il faut prendre ça en compte, je dirais. On y est justement pour faire la liaison avec une question posée par un de nos amis à distance. Avez-vous des cas d'usage où le coût de fonctionnement de l'IA était une limitation? Ça dépend. Parfois, c'est prendre une enclume pour enfoncer un clou. Enfin, prendre une grosse masse pour enfoncer un clou. Un exemple, c'est sur la relation client. Donc, historiquement, chez Weebot, on avait développé un moteur NLP qui permettait de comprendre ce que la personne disait pour apporter une réponse. Ça, répondre à une question, ça coûte une dixième de centime, donc le coût est minime, mais je pourrais aussi bien dire, pour répondre à quels sont les horaires, par exemple, de la maison des techniciens, j'ai 2 options, soit je vais voir sur Google, soit éventuellement je vais entraîner un bot avec les méthodes d'avant, c'est-à-dire je vais donner 50 façons différentes de demander les horaires et je vais donner la réponse qui est que ça ferme à telle heure. Ou alors, je peux utiliser l'IA générative et faire du RAG, comme on en parlait tout à l'heure, de dire, je vais donner de la documentation et je vais aller chercher l'information et générer la réponse.
pour une information qui va pas changer tous les 4 matins, a priori, les horaires du lieu, même si ça change une fois par semaine, ça n'a strictement aucun intérêt de le faire avec de l'IA générative. Parce que ça va me coûter peut-être entre 3 et 5 centimes la requête, si je prends des modèles avancés, quand à côté, ça m'aurait coûté une fraction du coût. Du coup, il y a plein de cas d'usage où en fait ça sert à rien. Contrario, pour la réponse automatisée aux appels d'offres, si je crame, parce que la cliente me disait, si je crame 50 € en token OpenAI, mais que ça m'a évité 3 jours d'un bonhomme que je paye 70 000 € brut par an, vous voyez tout de suite que le ratio il est vite vu, quoi. Là, ça vaut le coup. Donc c'est tout dépend des problématiques, mais il y en a plein pour lesquelles l'IA générative n'a strictement aucun intérêt. Je sais pas si tu veux ajouter. Ouais, non, je pense que c'est effectivement une question de cas d'usage, c'est aussi une question de maturité, c'est-à-dire un peu comme on le disait tout à l'heure, il y a la question de est-ce que aujourd'hui je fais quelque chose qui est pieds et poings liés avec tel ou tel modèle, et donc on peut se dire que aujourd'hui finalement il vaut mieux partir sur un modèle sur étagère GPT-4 qui va coûter cher plutôt que d'entraîner un modèle que je vais pas pouvoir garder parce que dans 3 mois il y aura un nouveau modèle. Donc parfois il y a des projets où on se dit bah on commence sur des coûts qui sont un peu élevés, on sait que ça se calera pas sur ces coûts-là, mais on repousse à un peu plus tard le moment où on va entraîner un modèle dédié pour faire diminuer les coûts et pouvoir vraiment industrialiser. Donc c'est aussi des choses qu'on voit en fonction des cas clients. La question, c'est pas est-ce qu'on peut automatiser, c'est est-ce que ça a un intérêt économique? Parce qu'en fait, on peut tout automatiser. Ouais. Presque. Oui, donc si on veut tenir le timing, ou pas trop le dépasser, je vous propose d'arrêter la session questions-réponses. Vous pouvez, voilà, au cocktail, continuer effectivement, évidemment, à poser des questions. Donc, on accueille maintenant Camilo Rodriguez, qui devait commencer la session, mais problème de RER non résolu par l'IA, donc tard. Ça n'a pas été automatisé encore. Pas encore. Et donc, Camilo va se présenter rapidement et va nous proposer une session d'une 20aine de minutes qui va nous apprendre à parler IA. Tout à fait. Voilà, par l'exemple. Tout à fait. Alors, tu veux une place non, c'est très bien. C'est bien. Je suis Okay. Parfait. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Du coup, je partage mon écran. Je vais m'assurer que les gens sur Zoom, ils voient que je partage. C'est utile? C'est bon. Oui, absolument. C'était pas trop de vent. Alors, oui, bah, merci Sébastien. Désolé à tout le monde. Je suis vraiment rien en retard. J'étais à l'aéroport d'Orly, chez une compagnie aérienne et bon, l'intelligence artificielle n'a pas la réponse à tout et du coup, les problèmes voyageurs, ça arrive. Moi, mon concept, c'est parler IA. Parce que moi, je suis convaincu qu'on ne parlait pas IA. Et je suis convaincu, je fais table ronde des trucs à droite, à gauche, et je vois souvent que les gens, en fait, ils regardent comme ça. Et on leur parle des LLM, on leur parle d'API, on leur parle des machine learning, des datasets, des plein de trucs que les gens, ils n'osent pas demander. Parce qu'on a peur de passer par des cons. On a peur de poser la question et dire, bah, écoutez-moi, je ne sais pas ce que c'est que les machine learning. Je ne sais pas ce que c'est qu'un dataset. Je ne sais pas ce que c'est ci. Et du coup, en fait, les experts, les chercheurs, les professionnels de l'IA, on pense que tout le monde connaît. Et en fait, personne ne connaît. Et du coup, je suis là et moi, j'ai fait un business qui aujourd'hui est assez lucratif autour de la formation. Et moi, mon concept, c'est parler IA. Et comme dit Sébastien, je vais vous parler de l'IA. Du coup, en fait, je vous présente rapidement, je vais présenter moi, j'ai fait 3 choses. Je suis formateur. Je forme en IA avec cette méthodologie innovante d'enseigner l'IA. Je fais du conseil. Du coup, j'accompagne les entreprises quand elles se posent la question, qu'est-ce qu'on fait en termes d'IA concrètement? Et puis, je mets les mains dans la pâte. Du coup, je suis développeur, je ne m'arrête pas à parler des IA, on les fait. Mais pour ça, les plus simples, c'est vous montrer un exemple. Et du coup, un exemple, c'est imaginons qu'il y a un supermarché, Carrefour, qui vient me voir, mais dit, Camilo, on aimerait bien que tu nous passes une intelligence artificielle, on va te montrer pourquoi. C'est tous passé par des supermarchés. Nous, on va dans les caisses du supermarché, les gens ils vont mettre les produits sur la balance. Du coup, des tomates, des fruits, des choses comme ça. Et le problème, c'est que ces fruits-là, ces légumes, on s'est rendu compte chez Carrefour qu'il y a la triche. À l'échelle d'un magasin, c'est rien,
À l'échelle nationale, ce sont des millions d'euros. Jusqu'aujourd'hui, on a demandé aux personnes de faire à la personne qui fait de l'EPC, d'imprimer l'étiquette. Mais on s'est dit, en 2024, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un moyen plus intelligent de travailler? C'est pas pour virer ces personnes-là, c'est pour simplement les aider. Et du coup, la question, Camilo, est-ce que tu pourrais mettre potentiellement une intelligence artificielle dans une caméra qui va faire ce qu'on appelle de la classification? Ça, c'est un premier mot que j'aime bien partager avec vous, la classification. Une tâche qu'on fait avec de l'intelligence artificielle. Savoir si un objet est une pomme, ou c'est une banane, ou c'est une fraise, etc. Du coup, comme tous les logiciels, vous êtes d'accord, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Et avant de faire un logiciel qui sait si c'est une pomme, si une fraise, si une papaye, il faut déjà savoir si c'est un logiciel qui c'est une pomme, c'est pas une pomme. Déjà, c'est une classification binaire, pomme ou pas pomme. Alors, je vais demander à vous tous ici dans la salle, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre une pomme et un objet qui n'est pas une pomme? À votre avis, qui veut parler? Soyez pas timide. La forme, elle est ronde et la couleur, elle est rouge. Ah, très bien. Alors moi, ce que je vais faire en tant que développeur logiciel, c'est que je vais prendre votre intelligence que vous m'avez dit et je vais les mettre dans une fonction. Là, je vais faire ce qu'on appelle une fonction avec des conditions. La première, c'est if la couleur, elle est rouge, je rentre à l'intérieur, sinon c'est false. Et pas seulement il faut faire la première, il faut faire une deuxième condition. If la forme, elle est ronde. Du coup, il faut que je fasse les deux conditions pour que ça marche. Je me sens fier de moi. On appelle ça une IA ou pas, c'est débattable. Moi, je vais dire, c'est une intelligence artificielle, c'est un logiciel, en tout cas, qui fait son job. Le problème, c'est que Carrefour va rappeler, meilleur Camilo, ton truc, c'est un peu moyen. Regarde l'erreur que nous a sorti. C'est ce qu'on appelle un faux positif. Un autre mot que vous devez apprendre par partie intégrale du lexique de l'IA. Un faux positif. Quelque chose qui est passé les filtres, il n'aurait pas dû passer. Pourquoi? C'est rouge, c'est rond, hein. Le logiciel, il a répondu au truc. Qu'est-ce qu'on fait plutôt? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme condition? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à ce type de problématiques? La brillance. Voilà, les gradés Smith, ça peut bien. La tige. La queue. La petite queue. queue. Du coup, j'ai dit, monsieur Carrefour, vous inquiétez pas. Du coup, si c'est rouge, si c'est rond, j'ai rajouté la tige. Et Carrefour qui m'appelle 20 minutes après, monsieur Rodriguez, regardez les faux positifs encore qu'on a chez vous. Alors, on dit la taille. Du coup, j'ai rencontré quatre conditions. Rouge, rond, tige, taille. Et là, il m'appelle. J'ai dit, mais encore des faux positifs. Non, monsieur Rodriguez, maintenant, il y a des faux négatifs. Ah. Qu'est-ce que c'est qu'un faux négatif? Ce sont des objets qui auraient dû passer les filtres. Ils n'ont pas passé. En l'occurrence, des pommes jaunes, des pommes vertes. Des pommes roses. Quelle autre couleur des pommes? Marron. Marron, peut-être. Blanche. Est-ce qu'une pomme, elle peut être très blanche? Jamais. Je vous rassure, vous avez tous vu des pommes blanches. Regardez ça. À l'intérieur, la pomme, elle est blanche. Alors, certains qui me disent, ouais, mais Carrefour ne va pas rendre des pommes comme ça. À quoi je réponds, qu'est-ce que j'en sais? Au Japon, on vend les fruits coupés. Hein. Vous savez ça? Et puis, c'est pas la question. C'est vous savez que c'est une pomme. Mon enfant de 8 ans, elle sait que c'est une pomme. Du coup, une intelligence artificielle digne son nom, il faudrait qu'elle le sache. En tout cas, bon, si c'est pas rajouter des conditions, peut-être qu'en enlevant des conditions, on arrive à la bonne chose. Qu'est-ce qui est respecté partout chez la pomme? C'est les pépins. Certainement. La rondeur, on avait dit la rondeur. Si on revient aux bases. Et alors là, une pomme, même si elle n'est pas ronde, on sait que c'est une pomme. Vous voyez les problèmes avec les objets? On sait les classifier avec monsieur, mais finalement, c'est très, très difficile à dire un mot, qu'est-ce que c'est? Du coup, je peux faire un logiciel avec des conditions, imbriquées en des conditions, ça va pas marcher. Est-ce qu'il n'y a pas une façon un peu plus intelligente et élégante de faire? À votre avis? Alors, prendre plein de photos de pommes. Ah, quoi, pardon? Prendre plein de photos de pommes pour. Alors, prendre plein pour que ça vienne matcher après. Pour que ça vienne matcher. Tout à fait. Alors, vous, monsieur, si vous étiez en formation dans une école chez moi, vous aurez gagné un bon point. Ça, c'est une note de plus dans la note finale, quand il me dit ça. Parce que vous avez compris intuitivement ce qu'on appelle le machine learning. Alors, le machine learning, c'est un mot qu'on utilise à droite, à gauche, et ça fait partie des mots qu'on entend parler. On fait comme si on savait ce que c'est, mais on ne sait pas. Et on n'ose pas demander. Les machine learning, c'est une façon de faire des logiciels. Et c'est une façon légèrement différente. Je vais vous expliquer. Quand vous faites du développement logiciel classique, vous payez un développeur pour qu'il fasse une logique. Il écrit la logique. Et une fois que la logique elle est écrite, il y a l'input qui vient passer dans la logique et ça va donner un output. Du coup, les données, c'est les boutons, c'est des choses qui se passent. Ça va être mouliné et ça va donner une logique. C'est comme ça qu'ils fonctionnent les applications web, les applications mobiles, les sites web, PowerPoint. La plupart des logiciels fonctionnent comme ça. Les machine learning, c'est une façon de faire des logiciels, mais c'est une façon légèrement différente. On va partir des données.
Et grâce à ces données, on va pouvoir, un mot barbare encore qu'on utilise, entraîner un modèle de machine learning. Et on dit entraîner parce que vous voyez, comme dans une salle sportive qu'on s'entraîne, plus on s'entraîne, plus les muscles ils gonflent. Dans un modèle de machine learning, plus on entraîne, plus on lui dit des ressources informatiques, plus fort il va devenir. Ça s'appelle entraîner un modèle de machine learning. Et on l'entraîne. Pourquoi? Pour qu'une fois entraîné, on puisse utiliser une nouvelle donnée, la passer et qu'il fasse une prédiction ou une inférence. Un autre mot que j'ai entendu parler par-ci par-là. Ça donne une prédiction ou une inférence. Ça, ces schémas, ça marche dans ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. C'est une des 3 familles de machine learning. Mais les machine learning, c'est bien de les montrer avec des slides. Les meilleurs, c'est de vous montrer en temps réel. Du coup, vous êtes gâtés, je vais faire une IA pour vous. On va faire une IA en temps réel. Rassurez-vous, elle ne va pas se connecter sur Internet, elle va tuer personne, elle va rester à mon PC, elle va faire mal à personne. Et pour faire une IA, je vous conseille, alors il y a un petit site web que je vous conseille d'aller, qui s'appelle Teachable Machine. Vous allez les montrer ce week-end quand vous allez vous la péter avec vos collègues, vous allez leur dire que vous pouvez faire une IA. Je vais vous enseigner à faire une IA. Teachable Machine, c'est un site web qui a été fait par des ingénieurs de Google et c'est une ressource pédagogique. C'est juste pour apprendre. Teachable Machine. Regardez comme ça. Teachable Machine. La machine apprenante. C'est juste un site web gratuit. Ça ne garde pas vos données. C'est juste pour apprendre. C'est une ressource pédagogique. Maintenant, je suis en train de faire une version 2.0 de ça à ma sauce parce que j'aimerais bien aller un peu plus loin, mais voilà, c'est pas encore prêt. Et du coup, j'arrive sur un site web qui me dit entraîner un ordinateur à reconnaître vos images, sons ou postures. Du coup, c'est une promesse puissante. J'ai fait clic sur Get Started, vous allez voir comment c'est facile à utiliser. Alors, je peux faire des images, des classifications d'images, des sons ou des postures. Je vais faire des images. On y va. Et là, du coup, elle me demande est-ce que c'est un modèle standard ou un modèle pour des microcontrôleurs. Alors, si je ne sais pas ce que c'est qu'un microcontrôleur, c'est pour moi. Du coup, j'ai fait standard. J'arrive là. C'est là que je peux faire mes classes, parce que je vais faire une classification. Et du coup, j'ai fait la pomme. C'est la première classe. Je pourrais faire une deuxième qui s'appelle banane. Je pourrais faire une troisième qui s'appelle fraise. Et ensuite, continuer jusqu'à faire 10 classes, 20 classes, 1000 classes. Je peux faire autant de classes que je veux. Alors, dans cet exemple, on ne va pas faire 1000 classes, on va faire 2. Du coup, je peux les effacer aussi. Et je vais faire la première. On avait dit que c'était pomme. Et la deuxième s'appelle tout simplement pas pomme. Alors là, malheureusement, je suis en train d'utiliser la webcam. Je ne peux pas faire. Je me balade parce que je fais cet exercice au moins 3 fois par jour. Du coup, je me balade avec une petite ressource pédagogique que vous voyez ici dans la salle. En plastique. Malheureusement, ouais. Malheureusement, ma fille, elle a pensé que la pomme, elle était vraie, et du coup, elle a mordu la pomme. Mais du coup, je me balade comme ça parce qu'on peut utiliser la webcam pour faire ça. On peut utiliser la webcam et du coup, ça me permet aussi de montrer un truc qui s'appelle les billets. Parce qu'en fait, quand je montre les trucs, ça prend la photo de moi derrière et du coup, tous les trucs derrière, ça les montre. Maintenant, je ne peux pas les montrer parce que la webcam elle est en train d'utiliser par Zoom. C'est pas grave. N'empêche, j'ai un petit dataset ici, ce qu'on appelle un dataset, un autre mot qu'on utilise dans les machine learning, avec des photos des pommes et avec des photos des pommes. Attention, un petit détail. Les photos sont divisées en 2 sous-dossiers. Train et test. À votre avis, pourquoi? Pourquoi est-ce que je divise? Et c'est une bonne pratique, tous les ingénieurs de machine learning, ils font ça. On a train et test, à votre avis. Pour les pas biaisés. Non. Pour s'assurer que le modèle est bon, voir si on met les mêmes données qu'en entrée, c'est trop facile. Pas tout à fait. C'est-à-dire que moi, je vais l'entraîner. Et du coup, il va dire, c'est génial, je suis une intelligence artificielle qui reconnaît les pommes. Ah bah, je lui crois pas. Il faut la tester. Du coup, c'est tout simplement ça. Du coup, je vais mettre quelques données de test pour après. Du coup, pour les trains, j'ai des images de mes pommes. Vous voyez, la pomme, j'ai la Golden Delicious. Alors, rarement, la pomme, elle a un fond blanc derrière. La pomme, souvent, elle est dans une table, ou elle est avec 3 pommes à côté, ou elle est dans un arbre. C'est ça, une pomme. Et du coup, en fait, plus j'ai des photos différentes de la pomme, mieux ça va marcher. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais faire, en plus, plein de variétés de pommes. Du coup, vous voyez, j'ai pris la Golden Delicious. J'ai fait la Granny Smith. C'est une pomme verte. J'ai fait pareil avec la Pink Lady. Et enfin, j'ai fait la même chose avec la Red Delicious. Vous voyez que même, j'ai pris les photos de la pomme coupée, la pomme dans l'arbre, la pomme dans plein de côtés. Ça, c'est mon dataset d'entraînement. Ça s'appelle les datasets d'entraînement. Je prends toutes ces images-là. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un truc pour se la péter. En fait, vous allez utiliser ça avec vos amis, si vous voulez. Comment est-ce que je peux faire? Attendez. Oui.
Alors, j'arrive pas à enlever les zooms. Ah, bah voilà. Et du coup, je prends toutes ces images-là, je clique sur Upload, je prends tout ça et tout simplement, je dépose ici. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez l'utiliser avec votre webcam. Du coup, je m'amuse comme un fou avec mes enfants parce que je fais la première, la deuxième, moi-même, et du coup, en fait, on entraîne un modèle de machine learning à reconnaître papa et les deux filles. Du coup, là, j'ai les pommes. J'ai la même chose, un dossier avec les choses qui ne sont pas des pommes. Vous voyez, train et test, dans lesquels j'ai des bananes, des cerises, des poires et de l'ananas. J'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire moins, c'est ce que j'ai. Mais c'est très important, en fait, qu'est-ce que j'aimais dans ces datasets, parce que, vous voyez, en fait, l'intelligence artificielle, comme dirait Luc Julia, ça n'existait pas. L'intelligence artificielle, c'est juste un logiciel que je suis en train de créer, mais à partir des images, à partir de ces données-là. Et vous voyez l'importance de l'humain derrière ça, parce que c'est l'humain qui va décider qu'est-ce que je mets dans ces datasets. Quoi qu'il en soit, j'ai mes classes, j'ai mes photos, j'ai ce qu'on appelle les hyperparamètres dans le modèle de machine learning. Ça, peut-être, si vous n'êtes pas un métier, vous ne connaissez pas. Alors, il y a plein de petits boutons, comme d'où c'est les poivres qu'on met dans son recette. On appelle les epochs, les batch size, learning rate, régularisation. En fait, il y a plein de petits boutons qu'on met. Et du coup, on peut les toucher. Et vous allez, quand vous allez faire cet exercice chez vous, n'hésitez pas à tester. Vous pouvez chercher, bouger. Ça va avoir des incidences, mais ça ne va pas casser la machine. Quoi qu'il en soit, je suis prêt à cliquer sur le bouton Train Model. Alors, dans un projet de data, on n'a pas une interface jolie comme ça. On a une ligne de code qui s'est entraînée. Du coup, c'est un peu moins fun. Et on dit execute cette ligne de code. Là, c'est vraiment pour que vous compreniez. C'est vraiment s'il y a une interface graphique, c'est pour que vous compreniez et que vous voyez ce que c'est qu'entraîner un modèle de machine learning. Vous voyez que ça rame un tout petit peu, ça prend un peu de temps. Parce que je suis en train de demander quand même pas mal de choses à mon ordinateur. Je suis en train de lui demander, regarde 600 photos. Tu dois regarder pixel par pixel et comprendre qu'est-ce qui fait qu'une photo soit en pomme ou soit pas en pomme. Du coup, oui, ça va être la couleur rouge. Oui, ça va être les rondeurs. Oui, ça va être les choses. Mais du coup, en fait, c'est assez subtil. Mais cette subtilité, elle va être comprise par les modèles de machine learning. Là, monsieur, il pose une question. Pourquoi ça prend du temps? C'est parce qu'en fait, il y a un processus qui s'appelle la backpropagation. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails parce que ça va au-delà de cette mini-formation. Et la backpropagation, c'est qu'il va comprendre quels sont les poids. Il va calculer quelles sont les importances de chaque pixel. Et ces importances, ce sont des chiffres mathématiques. Quelle est l'importance de chaque pixel dans le fait qu'une photo soit en pomme ou pas? Du coup, il entraîne. Je lui ai demandé de faire 53 epochs, de regarder des photos, des batchs de photos 32 par 32 et appliquer ce qu'on appelle un learning rate alpha de 0,00097. C'est en train d'entraîner. Vous voyez que ça prend du temps. Entraîner un modèle de machine learning, ça prend du temps. Dans mon cas, ça va être 50 secondes, 1 minute. Dans les cas de ChatGPT, alors je n'ai pas travaillé chez OpenAI, je ne sais pas combien de temps, mais ça prend, mais à mon avis, c'est plusieurs jours. Sur moi. Plusieurs mois, peut-être même. Et c'est pas une machine, c'est plusieurs machines. Des GPU, des malades. Du coup, entraîner un modèle de machine learning, ça prend du temps. Pour moi, 53 époques, ça prend plusieurs semaines. Peut-être. Je n'ai jamais travaillé chez OpenAI, mais je pense que ça doit prendre beaucoup de temps parce que c'est pas 600 images, c'est des terras et des terras de textes. Quoi qu'il en soit, il a fini. Alors, c'est pour ça que je suis en train de faire une nouvelle version de ça parce que j'aimerais bien sortir un petit truc de ah, bravo, ça a entraîné ou quelque chose. Là, il n'est pas dit, il n'y a pas de cérémonie. Voilà. Quoi qu'il en soit, l'IA, elle est faite. On a fait une IA, on a entraîné une IA. On a entraîné un modèle de machine learning de classification des pommes et des pas pommes. Maintenant, il faut les tester. On est d'accord. Voir si ça marche bien. Alors, pas avec la webcam, je vais les faire avec les fichiers. Et c'est pour ça qu'on avait des photos dans les dossiers des tests. Du coup, j'ai un dossier qui s'appelle test avec les photos des pommes. Et alors, les moments de la vérité, on va prendre cette photo, on va l'envoyer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est une pomme. À 100%. C'est une pomme à 100%. Pardon? Non. Cette photo n'était pas dans la base. Elle n'était pas dans la base, non. Non, parce que sinon, c'est tricher. Il faut prendre des photos qui ne sont pas là, parce qu'en fait, les modèles, il va être testé avec des choses qui ne sont pas là. C'est toute évidence. Mais par contre, la question de quelles sont les données que je vais mettre là, ça va permettre de savoir, de juger est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Parce que sur une image, il va faire des bons travaux, sur d'autres, il va faire des mauvais travaux. Du coup, en fait, l'important, c'est pas seulement les trains, c'est aussi les tests. Il faut réfléchir aux deux. Du coup, là, ça marche. Sur celle-ci, ça a marché. On va prendre une autre un peu plus difficile. On va la prendre. 100%, c'est une pomme. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle est forte, cette IA?
Allez, on va prendre une image d'un arbre. On va voir si c'est un peu plus ambigu. Ah. Alors, vous voyez que c'est pas toujours 0 ou 100. Là, on est en train de parler 5, 95%. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle une sortie softmax, une sortie des probabilités. C'est-à-dire que 95% sûr que c'est une pomme, 5% quand même, je ne sais pas, c'est peut-être pas une pomme. Mais par contre, l'addition des deux, ça fait 100%. OK? Du coup, je peux faire la même chose avec aussi mes tests avec les choses qui ne sont pas des pommes. Du coup, rappelez-vous, j'avais aussi des tests ici. On va tester la banane. Du coup, on va la prendre. On va dire ici, qu'est-ce que ça fait? 100%, ce n'est pas une pomme. On va prendre la poire. 100%, il a bien fait son job. On va prendre la cerise. Ça commence à se rassembler à la pomme. Toujours pas de problème. On va prendre la tomate. Ah, la tomate, il se trompe monumentalement. Il s'est dit, mais c'est une pomme, à 100% sûr. Alors, ça vous montre deux choses. La première, les machine learning, c'est pas infaillible, ça se trompe. Vous voyez ChatGPT en bas qui dit ChatGPT peut faire des erreurs. Tout modèle des machine learning peut faire des erreurs. Par contre, pourquoi il a fait cette erreur? Pourquoi la cerise, ça marchait et les tomates ne marchent pas? Les deux sont rouges. Il était prêt dans le cas. Effectivement. J'avais des exemples de cerises, j'avais pas des exemples de tomates. Du coup, si je voulais forcer la main à cet algorithme pour qu'il reconnaisse les nuances entre les tomates et les pommes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut rajouter des photos des tomates dans les trucs. Du coup, il faut retravailler les datasets. C'est aussi simple que ça. Et réentraîner un autre modèle. J'étais celui-là à la poubelle, le refaire à nouveau. Donc, c'est aussi les problèmes en effet au machine learning, c'est on entraîne beaucoup de modèles. Là, par contre, je suis en train de forcer la main parce que les mecs de Carrefour, ils me disent, mais Camilo, les tomates, c'est super important chez nous. Je dis. Après, la question, est-ce que je peux mettre tous les fruits de la planète? Ben non, pas non plus, parce que j'ai un temps limité et je n'ai pas toute la vie pour faire ces projets-là. Par contre, les fruits les plus importants, ceux qui vendent quand même Carrefour, ça, il faut les faire. Du coup, en fait, c'est aussi important les données qu'il y a en train que la donnée qu'on a dans les tests. Donc, c'est comme ça qu'on fait un modèle de classification. Est-ce qu'il y a des développeurs logiciels ici dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un tout petit peu de code informatique ou pas du tout? Voilà. Un tout petit peu et monsieur derrière. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a un petit bouton qui dit Export modèle. Du coup, en fait, vous pouvez cliquer sur ça. Et là, vous savez votre modèle que vous pouvez exporter. Deux choses à télécharger. Les premiers, les modèles. Du coup, vous faites clic sur Download my modèle. C'est un petit fichier dans un format qui s'appelle Keras. Tout seul, ça ne veut rien dire, mais c'est le cœur de votre intelligence artificielle. C'est un petit fichier juste avec des chiffres. Alors, tout seul, ça ne sert à rien. Mais par contre, avec ces petits bouts de code, que c'est les codes pour faire une prédiction, je vais vous les lire. Du coup, il importe des librairies. Après, il va chercher les modèles. Où est-ce que vous l'avez dans votre drive ou dans votre disque? Après, il va importer les labels. En TXT, les labels, c'est un fichier qui dit 0 pomme, 1 pas pomme. Après, on va les pointer vers l'image. On va resizer l'image, parce que si ça s'est fait, votre image, elle était comme ça, mais lui, il attend des images de 220 par 24 pixels. Après, il va faire une prédiction de cette image et il va imprimer la classe, pomme, et la confiance, 95%. Du coup, ces lignes de code, ces 20 lignes de code pour utiliser ces modèles. Et ce qui est cool, c'est que là, si vous faites ça, vous pouvez fermer, vous fermez Teach All Machine et on n'en parle plus. Et c'est votre IA à vous que vous savez entraîner. Et là, vous avez les clés pour faire des intelligences artificielles chez vous. Et pour vous la péter ces week-ends, quand vous allez dire, j'ai participé à une conférence d'intelligence artificielle, mais au-delà de parler d'IA, maintenant, je sais faire des IA. Faites l'exercice ce week-end avec la webcam. Je vous rassure, quand vous fermez les navigateurs, ça c'est open source, tout est effacé. Du coup, en fait, vous n'avez pas de souci, c'est vraiment une ressource pédagogique. C'est envoyé nulle part, personne ne va monétiser votre visage ou quoi que ce soit. Si vous avez compris, oui, monsieur. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'on a consommé comme énergie et l'empreinte carbone Alors, on ne peut pas poser de ces questions. Alors moi, ça toujours agréable. À mon avis, c'est négligeable parce que c'est au niveau du navigateur. Du coup, en fait, c'est la même puissance que j'aurais fait en envoyant un email ou un truc. C'est vraiment les navigateurs qui a fait ça. Du coup, c'est négligeable. Par contre, c'est un projet de 600 images. Si vous avez un projet de 4 millions d'images, alors là, oui, ça s'est posé la question. C'est pas seulement l'empreinte carbone, c'est l'électricité que ça coûte aussi. Hein. Du coup, là, le processing, il est fait au niveau de l'ordinateur, au niveau du navigateur. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pas grand-chose. Oui, tu ne l'as pas exporté dans un serveur qui, lui, a mouliné ta regardé. Non, C'est toujours compliqué, ces questions sur le coût écologique, je pense. Parce que ça coûte cher à faire tourner, ça coûte cher à entraîner, mais ça coûte moins cher que de prendre sa voiture pour aller à tel endroit où on travaille tous les matins et interagir avec ses collègues, quoi. Donc, Après, je vais dire un truc. Là, vous savez appris ce que c'est que les machine learning.
Du coup, je vous ai économisé des millions de vidéos sur YouTube, des mecs qui expliquent l'IA et que vous comprenez toujours pas ce que c'est. Là, vous avez compris. Du coup, on peut se dire, on a sauvé la planète en faisant une petite démo pour 20 personnes. C'est au moins ça fait. Alors, si vous avez compris que ça marche avec des images, oui, madame. Est-ce que c'est possible de faire exactement ce que vous avez fait sur ce site-là, mais avec du texte, par exemple? Alors oui, effectivement. Alors, tout à fait, oui. C'est possible. C'est possible. Est-ce que, je vous donne juste un cas concret, vous me dites si c'est OK. Est-ce que je pourrais lui mettre des emails en lui disant ça c'est un cas d'email commercial et à ça tu réponds ça, etc. et exporter le code et par exemple moi directement l'utiliser dans mon entreprise? Alors, vous pouvez pas les faire sur Teacher Machine, c'est pas fait pour, mais vous pouvez les faire. Ça s'appelle de la classification des textes. C'est les emails, Gmail, il fait ça depuis longtemps. Pas mail commercial, mais spam, pas spam. C'est-à-dire qu'ils ont pris des millions de mails qui sont considérés comme spam, des millions de mails qui sont pas spam, et ils ont fait un filtre qui s'appelle spam, pas spam. Mais dans votre entreprise, vous pouvez faire un classificateur de textes qui dit demande commerciale, demande des supports, demande des ci, demande des, et du coup, dispatcher en fonction. Vous pouvez faire ça. Avec quel logiciel? Alors, il n'y a pas forcément un logiciel à proprement parler. Il y a, ça, vous les faites. Vous payez un data scientist ou un ingénieur machine learning qui vous les fasse. Si vous savez demander, vous les faites avec ChatGPT. Vous lui dites, ChatGPT, aide-moi à faire les codes d'un classificateur de texte, et il va vous les faire. C'est 20 lignes de code. Du coup, là, vous prenez les jobs de ChatGPT qui si vous savez utiliser, prend les jobs d'un data scientist, mais c'est ça. Si j'enseigne aussi dans les écoles, vous utilisez ChatGPT pour faire ces lignes de code, c'est pas énorme. C'est très bien documenté. Et du coup, si vous avez compris que ça marche avec les images, ça marche avec les textes, ça marche avec l'audio, du coup, des chansons, de la voix, etc. Ça marche avec des postures. Du coup, les prochains qui ont envie de faire une start-up qui se lance dans la posture de yoga pour savoir si ça c'est la même posture ou pas, ça marche comme ça. Et alors, ça marche avec alors, juste finir les images, je pas sur les données structurées. Vous savez, Tinder, l'application de rencontre. En fait, Tinder, ce qu'il fait, c'est très malin. Il s'entraîne un modèle de machine learning personnalisé pour chacun d'entre vous. Vous êtes en train de lui dire, cette personne me plaît, cette personne me plaît pas. Donc, en fait, tout ce qu'il fait, c'est, il prend ces données-là. Et puis, je sais pas, une fois par semaine, je ne connais pas, je suis pas data scientist chez eux, une fois par semaine, à mon avis, ils vont se dire, bon, bah, on va réentraîner les modèles pour lui proposer des personnes qui plaisent. Après, moi, j'ai un pote qui est mort des fins et du coup, tout lui plaît. Du coup, les modèles, il apprend rien dessous. Ça marche. Voilà, parce que tout lui plaît, du coup, ce qu'il va apprendre, c'est qu'il est mort des fins et que c'est pas forcément les bons trucs. Pour l'anecdote, lorsqu'il GPT-4 Turbo, donc le premier modèle où vous pouvez envoyer des images et recevoir un truc derrière, alors ce gars multimodal, était disponible, je me suis dit, est-ce qu'on peut l'utiliser pour draguer sur les apps de dating? Donc, je prenais des screenshots et je me mettais tout un contexte et je me dis, vas-y, voilà le profil d'une personne, trouve-moi la bonne accroche. Avec à chaque fois 5 propositions. Et donc, c'est là où l'humain a la confiance n'excluant pas le contrôle. Je choisissais la meilleure. Et ben, ça marchait vachement bien. Il était bien meilleur que moi. Puis après, voilà. Alors, du coup, voilà. Alors, pourquoi je voulais faire quand même un tout petit peu cette introduction, c'est parce que c'est quand même important, et c'est important qu'on soit tous au même niveau des lexiques. Moi, je pense que c'est important. Un petit peu. Alors, moi, comment est-ce que je peux enlever ça? Enlever le partage? Non, pas les partages, mais les trucs des zooms. Ah, au-dessus. Bon, attendez, vous savez, je vais mettre un peu comme ça. En fait, le problème, c'est que zoom, la fenêtre, elle ne laisse pas voir. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est qu'il y a, vous savez, les problèmes avec ChatGPT. Déjà, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Moi, on n'a pas eu le temps de se pencher sur cette question, mais moi, quand j'ai eu dans des tables rondes depuis 50, si j'ai fait cette formation, j'adopte une posture de laisser parler tous les ans. Et à la fin, j'arrive à la conclusion, à chaque fois, on ne se met pas d'accord sur ce que c'est que l'intelligence artificielle. Chaque personne elle a sa définition. Et du coup, j'ai dit, un constat, c'est pas pour être arrogant ou quoi que ce soit, c'est s'il n'y a pas de consensus sur ce que c'est que les mots intelligence tout court, que j'ai fait aussi l'exercice, c'est quoi l'intelligence? S'il n'y a pas de consensus sur ce que c'est que l'intelligence, comment est-ce qu'il peut y avoir un consensus sur ce que c'est que l'intelligence artificielle? L'intelligence, c'est un concept abstrait, comme Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu? Alors là, on va passer la soirée à débattre, on n'aura pas la réponse. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Il n'y a pas de définition. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Moi, je lui donne une définition. Après, mes collègues, ils peuvent être d'accord avec moi ou pas. Pour moi, ce sont des logiciels qui mettent de l'intelligence. C'est tout. Mais on me demande, est-ce qu'une calculatrice, c'est une intelligence artificielle? Oui. Est-ce que pour vous, c'est une calculatrice ou une intelligence artificielle? Pour moi, c'est les. Pour d'autres, ils vont me dire, non. Bon, bah, alors, on l'appelle, on n'appelle pas ça. Pour moi, c'est pas là les débats. Les machine learning, par contre, sont des logiciels qui, pour être construits, on a eu besoin des données. Alors, c'est un peu plus précis, c'est un peu moins, voilà. Dans les machine learning, ces données, elles peuvent être de deux types. Non structurées. Alors, quand j'ai dit non structurées, qu'est-ce que sont données non structurées? Images,
les images, tous les domaines de machine learning qui s'intéressent à l'image, ça s'appelle la computer vision. Du coup, tous les ingénieurs machine learning, tous les qui gagnent leur vie en analysant d'images, en générant des images, tous les trucs qu'on peut faire autour des images, ça s'appelle des spécialistes de la computer vision, la vision par ordinateur. Il y a un deuxième, ça s'appelle les traitements du signal. C'est tous les gens qui s'intéressent au son. Parce que les sons, c'est un domaine aussi passionnant. Et puis, il y a le troisième domaine qui est passionnant de nos jours. Jusqu'à l'année dernière, j'ai trouvé ça boring comme tout, c'est les textes. Et ça s'appelle les traitements de langage naturel. Et puis, il y a une application qui s'appelle ChatGPT qui est arrivée sur le marché. Et aujourd'hui, ça l'a rendu sexy. Du coup, par contre, vous voyez, ChatGPT, c'est que pour faire du langage. C'est pour faire du langage, c'est générer du langage, synthétiser du langage, traduire le langage, modifier les langages, c'est faire beaucoup de choses autour du langage. ChatGPT, c'est pas faire pour traiter les sons, c'est pas fait pour les images. Pour les images, il y a un truc qui s'appelle DALL-E. Chez OpenAI, c'est autre, c'est un autre modèle. Alors, on l'intègre, on appelle ça multimodal, mais c'est deux logiciels différents. Et puis, il y a ce qu'on appelle les données structurées, parce qu'on m'a pas posé la question, mais est-ce qu'on peut faire de la classification dans un Excel? Oui, on peut faire. J'ai un Excel avec des bons payeurs, mauvais payeurs, ou j'ai dit n'importe quoi, on perd une facture traitée, pas traitée. Du coup, je peux entraîner un modèle de machine learning capable de classifier des choses. Tu prenais l'ADN de ta pomme et tu savais tout de suite si c'était une pomme ou pas. Ah oui, avec l'ADN, oui, c'est une donnée structurée. Enfin, C'est vrai que c'est un peu cher. c'est De moins en moins. la régression, c'est, je les laisse, on va pas faire, on l'a fait pendant qu'on a fait l'autre table ronde chez Artefact. La régression, c'est plus un calcul des combien. C'est un calcul mathématique. Quelle est la probabilité, par exemple, qu'un client paye? À quel âge une personne va mourir? Quel est les prix d'un billet d'avion? Tout ça, c'est ce qu'on appelle la régression. Du coup, il y a la régression, il y a la classification, il y a ce qu'on appelle des systèmes de recommandation. J'utilise Netflix, j'utilise Amazon. Quand je vais sur Amazon, du coup, en fait, il est capable de vous donner et c'est parce qu'ils sont en train de modèle de machine learning rien que pour vous. En analysant vos comportements, qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous n'avez pas acheté, qu'est-ce que vous avez regardé, pas regardé, mis dans les paniers, sorti du panier. Et tout ça, en fait, ils sont capables de faire ce qu'on appelle des systèmes de recommandation. Mais il y a d'autres techniques comme les clustering et d'autres. Là, c'est pas une liste exhaustive. Du coup, moi, ce qui est trop intéressant, c'est que j'ai fait formation depuis 5 ans. Avant, j'ai posé la question, c'est quoi l'intelligence artificielle? Les gens me disaient, c'est Terminator. Aujourd'hui, on me dit, c'est ChatGPT. ChatGPT, il est arrivé à faire avec l'intelligence artificielle ce que Kleenex a fait avec les mouchoirs. Il est devenu synonyme d'intelligence artificielle. Ma boulangère me demande, tu fais quoi? Je lui dis, d'intelligence artificielle. Bah ouais! J'ai testé. T'as testé quoi? Bah, ChatGPT, l'intelligence artificielle, je l'ai testé. Ok, bah c'est bien. Enfin, moi, au moins, c'est pas Terminator, ça. Mais par contre, ils sont un tel monopole sur les concepts d'intelligence artificielle. Mais moi, je vais remettre les trucs en perspective. ChatGPT, c'est une pointe de l'iceberg. On a une intelligence artificielle très puissante. Très puissante. Je l'utilise beaucoup. On l'utilise beaucoup, ça a révolutionné les mondes. Mais c'est juste d'apprendre de l'iceberg. Comment on est au niveau timing? On est bien. Est-ce que tu veux encore continuer un peu ou... Alors, j'ai 5 minutes. 5 minutes. C'est plutôt sur comment lancer un projet d'IA en entreprise, parce qu'il y a une question quelque part par là. Alors, moi, quand j'ai fait les formations, parce que j'ai fait les formations, et c'est mon métier maintenant. Et du coup, en fait, quand j'ai fini les formations, bah, les gens, elles sont à chaud. On va lancer des projets d'IA, on y va, on va y aller, c'est bon, on va faire des IA. Et alors, moi, je leur dis, 87% des projets d'IA sont un échec. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est VentureBeat. Et en fait, quand j'ai dit IA ou data, les projets d'IA et les projets de data sont un échec en entreprise, c'est en réalité. Et il y a plein de raisons à ça. Il n'y en a pas une seule, il y en a plein. Des raisons, des data. On n'a pas de data. On ne peut pas les trouver. Souvent, dans les projets de data, on n'a pas de data. Mais au moins, on sait qu'on peut la trouver. Là, il y a des fois, on n'a même pas et on ne peut pas la trouver. Il y a des questions managériales. C'est-à-dire que les managers, ils ont envie de faire un truc, les données permettent de faire autre, mais ce qui répondait aux besoins du client, c'est encore une troisième chose. Du coup, mais potentiellement, les clients, on peut lui répondre avec encore d'autres choses. Alors, je vais mettre ça un grand écran. Il y a des problèmes de compatibilité de données. Vous savez, les données, c'est quand vous allez rentrer, si vous êtes data scientist, vous allez voir, dans la donnée, c'est pas parce qu'on a qu'on peut les utiliser. Des fois, c'est interopérable. Vous pouvez pas jouer avec des Lego et avec des Playmobil et les connecter. C'est aussi simple que ça. Et dans les données, c'est un peu la même chose. Souvent, on peut pas. Souvent, dans les boîtes, les problématiques budgétaires, on se rend compte un mi-projet qu'en fait, on n'avait pas de budget pour se lancer dans les projets. Bon, arrive. Une problématique souvent dans la data, c'est que les gens qui font de la data, ils ne s'y connaissent pas en infrastructure.
Et du coup, en fait, ils savent faire des modèles de machine learning, ça tourne sur mon PC, et j'arrête jusqu'à là. Du coup, ça a marché chez moi, ça a marché dans ce qu'on appelle un Google Colab ou un Jupyter. Je te laisse là mon truc. On dit, mais bah, ton truc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie ton PC en production? Donc, on peut pas prendre ça. En fait, il faut une deuxième couche, une deuxième partie des compétences. Souvent, les data scientists, ils sont pas ça. Qu'est-ce qu'on appelle MLOps, Machine Learning Operations. C'est les gens qui vont dire, OK, on a entraîné un modèle de machine learning, qu'est-ce qu'on fait? On les met chez Amazon, on les met comme si, on fait une API. Du coup, c'est un autre métier. Alors souvent, vous allez avoir des gens qui sont brillants, qui savent faire les deux, mais c'est un autre set de compétences différentes. Et on n'anticipe pas ça. Des projets d'IA qui marchent pas. Moi, quand je dis que j'ai fait l'IA, alors des gens qui viennent me voir, et je suis sûr qu'ici dans la salle, ah, Camilo, mais viens, on travaille ensemble. Fais-moi une IA qui fasse ci. Fais-moi une IA qui fasse ça. À quoi je vous réponds tout de suite? Je ne peux pas travailler comme ça. Parce que fait une IA qui fait ci, ça ne veut rien dire. Dans un logiciel, vous savez, d'un cahier des charges, des plans d'architecte. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les données, où est-ce qu'on fait les boutons, qu'est-ce qui se passe. Je fais une petite étude au moins, qu'est-ce que vous voulez faire techniquement. Dans la construction, ça va de soi. Vous ne prenez pas un mec qui fait du BTP pour lui dire, fais-moi un appartement 3 pièces. Le mec qui va dire, non mais attends, mais les plans d'architecte, ils sont où? Ah, bah j'avais pas pensé. Dans les logiciels, c'est la même chose. Un développeur qui accepte de travailler avec vous parce que vous savez une idée, c'est tout, je vous garantis, c'est une source des problèmes avec ces personnes. Parce qu'entre ce que vous comprenez et ce que l'autre il a compris, il y a un univers de différence. D'autres raisons pour lesquelles l'IA ne marche pas souvent. Alors, si vous travaillez dans la data, je pense que vous allez vous allez me dire, ou me dire non, t'as pas raison. La plupart des projets d'IA, du coup, en fait, ça vient, il y a 3 personnes, il y a 3 équipes. Il y a la data, il y a les métiers qu'on appelle la ressource humaine, les finances, les marketing, les data, et puis il y a les services informatiques. Du coup, ce qu'on fait, c'est que les data, souvent dans les boîtes, on les embauche, on les met dans un coin. On leur dit, bah, t'es data scientist, fais des miracles chez moi. La personne, elle dit, bah, j'ai 25 ans, bon, bah, j'ai sorti à l'école, je sais faire 2-3 trucs de classification, il ne sait pas quoi faire. Et c'est une personne qui a 25 ans, elle n'a pas forcément les reculs pour aller parler à la direction et dire, je ne travaille pas comme ça, je suis désolé, il me faut aller parler avec les autres. Du coup, ce qu'il va faire, bah, il va réfléchir dans son coin, il va se dire, bah, je sais faire la classification d'image, je sais faire ça, j'ai une idée, je vais faire ça. Après, on va les justifier, parce que les mecs, il faut justifier son salaire, et on va faire un truc qui ne sert à rien, parce que personne n'a demandé ça. De l'autre côté du bâtiment, j'ai vu ça chez les banques, dans sous notre on a les équipes métiers. Eux, ils ne parlent pas de la tête. Ils ne savent pas ce que c'est que les machine learning, l'IA, tout ça. Par contre, ils ont un problème bien identifié, un problème métier. Et de l'autre côté, vous savez, les services informatiques sont complètement déconnectés. Enfin, c'est pas déconnectés, mais ils sont des problématiques un peu plus globales de l'entreprise. Le CRM, le RP, des trucs. Et du coup, il y a une déconnexion. C'est aussi simple que ça. Du coup, les projets qu'ils font là, pour des gens qui ne vont pas les utiliser et les autres qui ne s'en servent pas. Et du coup, c'est un problème. Une autre raison, alors ça, je vais vous donner rapidement, c'est que lancer un projet d'IA, il y a plein de façons. On parle beaucoup d'outils IA. Du coup, en fait, on fait l'IA chez nous parce qu'on a ChatGPT. Alors ça, c'est utiliser l'IA. Si votre projet en entreprise, c'est déployer ChatGPT, vous avez besoin de ce qu'on appelle un admin. Un admin, une personne qui gère les accès, une personne qui entraîne, une personne qui dit qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Vous avez besoin d'un admin. Si vous vous dites, on va utiliser des briques d'intelligence artificielle, parce que ça existe aussi ce qu'on appelle les intelligences artificielles as a service. Donc Google qui fait des logiciels avec une API pour traduire du texte, pour générer de l'audio, pour classifier les images. En fait, ça existe déjà. On peut les intégrer, mais il faut un développeur. Vous pouvez aussi faire monter vos compétences, vos experts métiers, et qu'eux-mêmes, ils s'entraînent des logiciels, des machine learning. Il y a plein de plateformes de plus en plus, data no code. Du coup, n'est pas codé, c'est pas une excuse. Il y a des plateformes, il faut que je fasse des partenariats avec ces mecs, mais Dataiku, BigML, ce sont des boîtes qui donnent des logiciels dans lesquels tout, c'est comme Teachable Machine, il y a des boutons et vous uploadez la donnée, vous faites clic sur les trucs, c'est beau, c'est facile. Encore, si une personne ne sait pas ce que c'est qu'entraîner un modèle de machine learning, elle ne va jamais utiliser ça. Du coup, c'est pas seulement l'outil, il faut l'éducation et la pédagogie derrière. Il y a un troisième type, c'est les développeurs machine learning. Du coup, les développeurs machine learning, c'est la personne qui va faire lui-même son logiciel. Du coup, si madame, elle avait un projet, une idée de projet de classification de texte, vous avez besoin de parler certainement avec un développeur machine learning. Et puis, les derniers, c'est la recherche. Du coup, la recherche, c'est vraiment aller de l'autre côté. On va inventer un truc qui n'existait pas. Moi, j'ai vu des tas de projets d'IA en entreprise, ici en France, qui ne marchaient pas parce qu'on met les mauvaises ressources au mauvais endroit. J'ai vu des postes, je ne vous mens pas, des postes responsables de projet, chef projet IA,
et on cherche, on demande à un chercheur. Qu'est-ce qui fait un chef projet? C'est quoi les responsabilités d'un chef projet? Il court derrière les autres pour leur dire t'as pas fait ton travail. Du coup, c'est organisationnel. C'est une personne qui est la force, une personne qui va chercher, qui va faire des plannings, qui va faire des trucs. Un chercheur, c'est une personne qui a un autre, il fait la recherche. Il va expérimenter, il va documenter, il va faire des ça. J'ai vu des annonces, je ne vous mens pas. Pour moi, ça m'a fait mal aux yeux. Chef des projets IA, on cherche une personne avec 7 ans de recherche en IA. Bah, les mecs, il va arriver, il va passer 2 mois, il ne comprend même pas ce qu'il est en train de faire là. Et du coup, parce qu'il y a les mots IA, et que IA, ça veut tout dire, on met les mauvais profils au mauvais endroit. J'ai eu des amis à moi, des ingénieurs machine learning, on leur dit, bien chez nous, on est en train de déployer l'IA, on a ChatGPT. Mais qu'est-ce que tu vas faire de ChatGPT? Moi, ChatGPT, c'est à utiliser ChatGPT, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, j'ai envie de développer des logiciels. Du coup, c'est aussi des mauvais profils au mauvais endroit. Du coup, la question, comment est-ce qu'on peut assurer un projet d'IA en entreprise? Est-ce qu'il y a des bons, qu'est-ce que vous avez comme idée? Quelle est la réponse magique? Alors, déjà, il y a, Comme tout autre projet. comme tout autre projet, il n'y a pas une seule réponse, il y en a plein. Partir d'un besoin et non d'une idée. Établir un cahier de charges détaillé et complet. Vérifier la faisabilité technique de lancer les projets. S'assurer que les données existent, que peut être collectées. Prendre en compte les contraintes budgétaires. S'assurer que le projet est aligné avec la stratégie existante de la DSI. Valider les hypothèses. La désirabilité. S'assurer que les équipes se parlent entre elles. Prendre en compte les points de vue de tous les parties. Commencer par un prototype fonctionnel. Vous savez, en IA, quand vous dites IA, dans beaucoup de boîtes, les gens ils disent, on parle IA, ils se disent, on m'a viré. On va me virer. Du coup, en fait, ils vont mettre les bâtons dans les roues du projet. Du coup, il faut s'assurer que personne ne met les bâtons dans les roues. Mettre les bons profils au bon endroit. Tout ça, et c'est même pas une liste exhaustive. Alors moi, j'ai la question pour vous, maintenant que vous êtes des experts d'IA, que vous parlez IA. Est-ce que vous pensez qu'une IA peut faire tout ça? Alors, bon, j'ai testé. C'est impossible, c'est organisationnel, ce sont des projets qui peuvent durer des mois, des années. L'IA ne peut pas faire tout ça. Par contre, je connais une méthodologie de travail. Je ne vais pas trop aller dans les détails parce que je pense que certains, si vous êtes entrepreneur, vous avez entendu parler, qui s'appelle le design thinking. Et le design thinking, c'est une méthodologie de travail importée des États-Unis qui est censée co-construire des solutions avec les utilisateurs, avec les équipes, prendre en compte tous les points de vue, valider les hypothèses, faire tous les trucs de la bonne façon. Et moi, quand on m'appelle et qu'on me dit bien faire de l'IA chez nous, bien faire du conseil, je viens avec ces discours-là. C'est encore une autre casquette, la casquette consultant. Mais c'est du design thinking que je fais. Du coup, les design thinking, rapidement, je ne vais pas vous faire tous les trucs, je vous laisse lire parce qu'il y a plein de livres derrière ça. Mais les design thinking, c'est un processus en 5 étapes. Du coup, il y a une empathie, une définition, idéation, prototypage et test. Moi, j'ai rajouté un 6e et un 7e parce que tout ça, finalement, c'est les cahiers de charges. Si vous faites du design thinking, c'est les cahiers de charges. Il est prêt. Et puis, ces cahiers de charges, vous pouvez les confier à Camilo ou à quelqu'un d'autre pour qu'il fasse le monde logiciel. Et là, moi, j'ai accompagné les entreprises avec cette méthodologie. Tous les verrous sont sautés avant de lancer. Il y a un verrou dont tu parlais tout à l'heure qui était la partie budget. Il faut savoir qu'en Île-de-France, il y a la région Île-de-France qui fait des trucs qui s'appellent des PAC IA. Donc des PAC IA, c'est la région qui vous accompagne à 50% jusqu'à l'ordre de 22 000 € sur des projets d'IA. Et au niveau national, il y a la BPI France qui fait des boosters IA. Les boosters IA, il y a plusieurs étapes. Donc ça va justement vraiment des design jusqu'à pas le développement, mais probablement peut-être le cahier des charges. Gestion de projet. Voilà, Associé des projets. Et avant, c'était 80%, mais je crois que là, ils viennent de repasser à 50% d'aide. Et ils ont aussi augmenté un peu la barre. Il faut faire 1 million de chiffre d'affaires. Donc, c'est plus gros que les PAC IA de la région. Mais ça peut aider pour lancer des projets d'IA quand on n'a pas assez de budget. Et mais quand on a, la France, c'est un pays qui adore faire des subventions, aider les gens. Du coup, il faut prendre tout ce qui vient, hein. D'ailleurs, c'est marrant, j'interviens auprès d'entreprises dans le cadre de ces programmes, et parfois il y a des boîtes, ça leur coûte donc 3 000 € en gros pour une vingtaine de jours de conseil, donc c'est quand même vraiment pas cher payé du tout. Et il y en a qui trouvent le moyen de dire ouais j'en ai besoin, ouais, mais en fait on verra plus tard. Et ça, je suis toujours surpris. Alors c'est rarement des entrepreneurs qui me disent ça en face parce que eux généralement ils agissent. Mais des gens qui ont des fonctions de management et qui se disent ouais c'est vraiment une priorité. Ah ouais, mes concurrents le font, ouais. Mais il y a toujours une raison de faire demain.
Et ben après 7 ans d'entrepreneuriat avec Ça me- des entreprises, ça me met dans tout. Ça me rappelle Mais bon. une petite blague qui va peut-être conclure la soirée sur la formation en général. C'est un DG, un directeur financier et un DRH qui discutent. Et la question, c'est faut-il former ses salariés? Et donc, le directeur financier est plutôt contre. Il dit, ah non, non, mais vous vous rendez compte, on va les payer, on va leur payer des formations, et voilà, on va payer des formations, et après, ils vont partir. Mais on les forme et ils partent. Et là, le DRH, il fait, oui, mais imaginez si on les forme pas et qu'ils restent. Voilà. Bah, écoutez, des questions? Posez les questions parce que là, il n'y a pas de questions bêtes. Moi, j'ai dit, ce qui est bête, ce n'est pas les poser. Ou alors on les pose au cocktail. Une ou deux questions. Sur l'apprentissage enfin, des images, là, pour classer. Donc, quels sont les critères pour analyser, par exemple, l'image d'une porte, etc. Le logiciel les pixels. Quel facteur les pixels. Les pixels. Oui, mais qu'est-ce qu'il en fait de chaque pixel? Il calcule l'importance mathématique, les poids de ces pixels, l'importance mathématique de chaque pixel dans le fait que ce soit en pomme ou pas en pomme. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à des résultats étonnants. Donc, comment on fait la différence entre du ping-pong et du tennis? Eh bien, vous prenez un Chinois qui fait du ping-pong, vous lui mettez les cheveux blonds, et tout d'un coup, il fait du tennis. Parce que les pixels qui ont été utilisés par l'apprentissage, c'était pas en fait celui de la balle, il avait remarqué que généralement c'était des Asiatiques. Donc il y a parfois dans les algorithmes des biais. Alors ça c'est c'est un des tout premiers algos Il teste tout un tas de critères. Enfin, il essaie, je ne sais pas, enfin, la proximité. C'est le côté boîte noire dont Madame parlait, c'est qu'en fait on ne sait pas trop. Donc cet algo dont je parlais, c'est un des premiers algos de Facebook de reconnaissance d'image. Les gens pensaient qu'il marchait très bien, ils pensaient qu'il s'appuyait sur la balle. Et en fait, on a découvert en jouant avec les images que il n'y avait pas que la balle a priori, puisqu'on changeait la couleur des cheveux, de la peau, et tout d'un coup, le sport avait changé. Donc on ne sait pas toujours. Vous dites le premier pixel, mais aussi la position de chaque pixel. Oui, la position dans la matrice des pixels, oui. En fait, on utilise aussi des petites matrices de convolution. On fait passer sur les images, on fait de l'analyse convolutive. Beaucoup d'analyse convolutive dans le cadre de l'analyse convolutive, c'est quoi? J'ai des slides pour ça. En gros, c'est une petite matrice qu'on fait passer sur l'image, en sous-image, qui fait un calcul qui correspond à identifier des schémas. Alors, ça peut être des schémas tout à fait variés. Mais tu m'expliqueras peut-être mieux que moi. Une convolution, c'est un filtre. C'est simplement une compression de l'image. C'est-à-dire que vous avez une image avec tous ces pixels, et on s'est dit, si on réduisait un tout petit peu ces pixels. Et du coup, en fait, c'est comme si on fermait un peu les yeux comme ça. Alors, pourquoi on utilise ça? Parce que ça consomme moins d'énergie. Du coup, ça va aller plus vite. Mais c'est un filtre. Et du coup, on peut faire une convolution, une autre convolution, une autre convolution. Et en fait, vous avez peut-être vu sur Internet des images un peu space, des trucs un peu psychodéliques. C'est parce que si on va représenter ça, qu'est-ce que ça donne? Du coup, ça fait un peu ça. Du coup, quand on dit les ordinateurs, ils voient les mondes un peu bizarrement, c'est parce que ce sont des filtres. C'est comme si on faisait les yeux comme ça. Et vous pouvez le faire par des morceaux d'image que vous faites glisser aussi. Donc, il y a tout un tas. Les techniques convolutives, c'est assez complexe, mais l'image, c'est un peu la base. Il n'y a pas d'intelligence dans le réseau de neurones, c'est vraiment de la statistique. Faut pas essayer de se dire. C'est des modèles vraiment statistiques. Alors pareil, réseau de neurones, mais la plupart des gens ne savent pas ce que c'est qu'un neuron. Du coup, oui, dans les modèles, les architectures de machine learning, en même temps, il y a quand même des choses. Alors après, je le disais, monsieur, tout dépend de ce qu'on appelle l'intelligence. Il y a quand même des choses intéressantes dans la capacité d'apprendre, on va dire. C'est-à-dire que on a pu constater qu'on prenait des modèles qui avaient des datasets de training dont on parlait tout à l'heure, et à un moment donné, ils apprennent des choses qu'on ne leur avait pas mis dans leur entraînement. C'est-à-dire qu'on fait de l'apprentissage sur des masses et des masses de données, et on s'est rendu compte à un moment donné, on a des courbes qui, à un moment donné, on a l'impression qu'il a fini d'apprendre, et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé la première fois, moi j'ai un vague soupçon que quelqu'un a oublié d'éteindre l'entraînement, et donc l'entraînement a continué plus longtemps, et tout d'un coup, eh bien, le modèle, il s'est remis à apprendre des choses. Et en fait, on est arrivé sur une telle masse de données qu'il arrive à faire des connexions entre des informations qui lui apprennent des capacités
qu'on n'avait pas mis dans son jeu d'entraînement au départ. Donc, je ne sais pas si on appelle ça de l'intelligence ou pas, mais ouais, on a quand même des choses relativement nouvelles et bluffantes, voilà, d'émergence de capacités. Une petite curiosité, enfin très technique. Dans les modèles stochastiques, est-ce qu'on utilise les probabilités bayésiennes, enfin, le calcul de probabilité a posteriori? On peut, oui. On peut, après, comme ça a été très bien expliqué, les modèles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans les modèles. Hein. Un modèle, c'est juste, comment dire, c'est une recette de cuisine que vous faites. Et vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, par exemple, il y a un truc c'est un peu space, c'est que pour comprendre les textes, on utilise des réseaux convolutionnés. Moi, je comprends pas, en fait, ça n'a même pas d'essence. Mais si ça marche, pourquoi pas? Et en fait, on peut faire des modèles comme vous voulez. On peut rajouter dans la cuisine, dans la recette de cuisine, ce que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et donc, c'est les jobs des chercheurs, justement, de faire des expériences, de documenter, de publier papers et dire, regardez. C'est intéressant, effectivement, sur ce côté recette de cuisine. Vous parliez d'explicitabilité tout à l'heure. Donc, on parle souvent de couches de neurones. Et aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que finalement, il y a des couches qui ont des spécialités. Et donc, on a de plus en plus de publications qui sont lors de la recherche de cuisine. Alors, je prends la troisième couche, je la bloque et je mets un peu plus de trucs sur la deuxième. Et à ce moment-là, j'impacte la capacité du modèle à faire ceci, cela. Et donc, ouais, il y a quelque part quasiment la recette de cuisine où ça permet effectivement de faire des améliorations des modèles. Il y a tout un tas de choses passionnantes. Mais parfois, c'est de l'ordre plus de la recette que de la science. Pour conclure la soirée, parce que le cocktail ou d'autres obligations nous attendent. Vous avez un très bon bouquin, ceux qui s'intéressent au sujet du point de vue plus philosophique, de Daniel Handler, qui est paru au début de cette année, qui est un chercheur en sciences cognitives au départ, qui s'appelle Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme. Voilà. Donc c'est à la fois l'énigme de l'intelligence humaine et l'énigme de l'intelligence artificielle et qui retrace vraiment l'historique alors j'en suis qu'au début, hein, je peux pas vous dire jusqu'où mais intéressant. Voilà. Merci. Super. Moi, je voudrais vous remercier pour votre temps, vos interventions. Vous nous avez passionnés. Pour tous ceux qui sont dans la salle, les échanges se poursuivent autour d'un petit cocktail qui vous attend. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à tous ceux qui sont à distance et tous ceux qui sont dans la salle pour notre prochaine soirée XMP Entrepreneur qui sera lundi prochain. C'est pas toujours à 2 semaines d'affilée, une semaine d'intervalle. Lundi prochain, c'est une soirée animée par notre club des repreneurs. Donc sur le thème reprendre une entreprise. Et nous allons faire un voyage introspectif sur ce qui se passe dans la tête d'un repreneur. Quelles sont les sources de ses motivations? Et nous aurons autour de cette table 2 repreneurs en cours de recherche d'entreprise à reprendre, 2 repreneurs qui viennent juste de reprendre une entreprise, et puis 2 conseils externes, l'une avec une fonction plutôt fusion-acquisition et l'autre plutôt coach, qui nous expliqueront un peu ce qui se passe dans la tête d'un repreneur. Donc ça promet d'être passionnant, c'est lundi soir prochain, 18h15 ici. Vous trouvez tous les détails sur notre groupe LinkedIn, notre page LinkedIn. Enfin, il est difficile de penser que vous ne nous trouviez pas si vous voulez vous y inscrire. Encore une fois, merci à nos témoins du jour et au cocktail. Merci. Merci beaucoup.